commencer. La salle est quasiment pleine. Bon, tout d'abord, je vous remercie beaucoup d'être présents ici, aussi nombreux, pour célébrer cet anniversaire de l'épidémie de danse de Strasbourg, donc il y a 500 ans. Et alors, donc, cette conférence est organisée dans le cadre du Neuropol de Strasbourg, qui est une fédération de recherche universitaire qui regroupe toutes les équipes de neurosciences de Strasbourg. Et en effet, voilà, certains pensent que cette épidémie de danse folle pourrait avoir des origines neurologiques. Et donc, il nous a semblé intéressant, dans le cadre de cet anniversaire, de reconsidérer un petit peu et discuter cette fameuse épidémie de danse dans un contexte plus interdisciplinaire, en discutant non pas seulement de l'aspect historique, économique, voire religieux, mais aussi pathologique. Voilà, donc dans ce contexte-là, on a décidé d'inviter plusieurs chercheurs de différents horizons, donc qui soient dans le domaine de l'histoire, dans le domaine de la neurologie, de la psychologie et même de la danse. Donc ces personnes nous seront présentées tout à l'heure. Donc je les remercie très sincèrement de s'être déplacés, d'être venus ici pour avoir cette discussion autour de cet événement. Je remercie beaucoup aussi Hervé Javelot, qui est praticien hospitalier des établissements de santé publique Alsace-Nord et qui est non seulement dans le domaine médical, mais qui est aussi interdisciplinaire, parce qu'il fait de l'histoire et qui a proposé d'organiser un petit peu cette discussion. Voilà. Avant de leur laisser la parole, je voudrais remercier tout particulièrement Laurent Nexon, qui est là, et qui a été à l'initiative en fait de cette conférence grand public et qui en a aussi été la cheville ouvrière et qui a fait que tout se passera bien, je pense, aujourd'hui. Et je voudrais aussi remercier la librairie Kléber, qui nous a généreusement prêté cette salle pour organiser cette conférence. Hervé, je te laisse la parole. Merci. Alors, je commence tout de suite par une petite lecture avant de présenter tout le monde. Une étrange épidémie a eu lieu dernièrement et s'est répandue dans le peuple, de telle sorte que, dans leur folie, beaucoup se mirent à danser et ne cessèrent jour et nuit sans interruption jusqu'à tomber inconscients. Beaucoup en sont morts. C'est en ces termes particulièrement sombres qu'est décrite, dans une chronique alsacienne de 1519, la grande épidémie, la manie dansante, la chorémanie en fait alsacienne, donc strasbourgeoise, qui a eu lieu durant l'été 1518. Alors, je me représente très rapidement pour resituer, parce que j'ai vu finalement que le Neuropol n'avait peut-être pas osé dire mon vrai métier. Je suis pharmacien donc à l'EPSAN, à Brumath, donc en santé mentale. Mais je pense effectivement qu'on se demande pourquoi un pharmacien anime une telle soirée. Alors, pour avoir peut-être secondairement, vous savez que Jean Telet, qui a écrit un roman sur l'événement, a décrit cela comme la première brève partie de l'histoire. Donc peut-être qu'il y a des aspects toxiques qu'un pharmacien pourrait un peu décrypter secondairement. Je suis aussi docteur en neurosciences, ça me donne un tout petit peu plus de légitimité. Et puis surtout, je m'intéresse à l'événement en fait depuis une dizaine d'années, et c'est vrai que je casse les pieds un peu à tout le monde avec cette épidémie dansante, au premier lieu à mes collègues, à la mairie de Strasbourg aussi, et puis finalement aux gens du Neuropol qui ont fini par nous sanctionner en disant puisque ça t'intéresse tant que ça, tu vas qu'à faire une conférence à la librairie Kléber. Donc je remercie à la fois la librairie Kléber d'avoir accepté le principe même de cette conférence, et puis également Laurent Nexon effectivement pour le réseau Neurex d'avoir fait cette concertation, ce rapprochement avec la librairie Kléber pour permettre cet événement. Alors ce soir, nous avons la chance d'avoir plusieurs invités qui ont des domaines d'expertise, ça a été évoqué, différents, complémentaires, qui vont nous permettre de décrypter un petit peu cet événement de façon différente, peut-être que tout ce que vous avez pu entendre autour de cela jusqu'à présent. Nous avons tout d'abord Julie Claus, bonjour. Vous êtes médecin psychiatre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et vous êtes également doctorante au sein du département d'histoire, des sciences de la vie, de la santé de l'Université de Strasbourg, et vos thèmes de recherche portent en fait à la fois sur les concepts diagnostiques psychiatriques et plus particulièrement dans une pathologie, dans la schizophrénie. Et donc vous avez une casquette qui est double, qui nous intéresse pour ce soir, à savoir à la fois l'aspect médecin, psychiatre, et puis l'aspect histoire, passion pour l'histoire, donc qui nous servira grandement ce soir. Également Iris Chabrier, bonjour. Vous êtes neuroscientifique, neuropsychologue, et vous avez travaillé sur la maladie de Huntington. On aura l'occasion de reparler un petit peu du choix orienté vers cette pathologie neurodégénérative, qui est un élément parmi d'autres, qui est
de loin pas celui qui explique le mieux cette fameuse manie dansante, mais on verra après pourquoi on a fait ce choix, et notamment à la fois sur l'empathie, reconnaissance des émotions autour de cette maladie-là, et plus récemment, vous avez travaillé autour de l'apport finalement de la danse contemporaine pour des patients atteints de cette maladie. Et pour vous situer en termes d'affiliation, depuis septembre 2017, vous êtes maître de conférence à la Faculté des sciences du sport, filière activité physique adaptée et santé à l'Université de Strasbourg également. Nous avons le plaisir aussi de recevoir Antoine Follin. Vous êtes professeur d'histoire de recherche à l'unité de recherche Art, Civilisation et Histoire de l'Europe. Vous êtes spécialiste de l'histoire rurale, de la justice et de la criminalité au XVIe et au XVIIe siècle. Vous avez publié notamment, on s'intéresse juste à vos ouvrages les plus récents pour pouvoir parler d'autre chose dans la soirée, en 2017, Le crime d'Antoine, qui n'est donc pas une biographie, mais qui étudie l'assassinat d'une jeune femme au début du XVIIe, par son grand-père. Et puis en 2018, et là ça va être intéressant pour nous parce qu'on va aborder en partie cet axe de la sorcellerie, donc dans la ville, qui reprend, comme vous l'avez décrit, la question de la ruralité et de la sorcellerie par opposition à ce qu'on peut décrire, la ville qui est sécurisée, protégée. Et puis enfin, Philippe Schaer, bonjour, vous êtes danseur, chorégraphe, et vous menez une recherche artistique théorique à partir de croisements. Vous avez décrit entre le corps en crise et le corps dansant, on a l'occasion de vous expliquer cela tout à l'heure, et vous êtes initiateur du projet HD pour Huntington et Danse. Et depuis 2003, vous êtes danseur chorégraphe en collaboration avec des médecins spécialistes à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et donc vous proposez des ateliers de danse à la fois pour des gens qui sont touchés de façon directe ou indirecte par cette pathologie. Donc voilà, comme vous le voyez, on a ce soir tout un panel de gens très spécialisés qui nous permettront en fait de brosser un tableau à la fois précis et élargi sur cet événement, notamment pour la composante danse qui va être un élargissement culturel autour de l'événement. Et donc nous allons faire une espèce de petite chronologie des choses dans la façon dont je vais aborder cela. Je vais me charger dans un premier temps de vous présenter globalement en fait l'événement, avec notamment une approche littéraire des choses. Vous savez qu'il y a des choses qui ont été écrites, des romans notamment qui ont été écrits autour de cela. On reviendra vers l'aspect historique avec vous, Antoine Follin. On abordera l'aspect médical donc avec Julie Claus, puis l'aspect neurobiologie de la danse avec Iris Chadrier. On prendra un petit temps de questions. Alors on verra en fonction du timing, parce qu'on nous a expliqué qu'à 19h30 la librairie fermait. Donc il fallait voilà, forcément sortir. Et puis on terminera avec ce qu'on pourrait décrire comme la chorémanie en pratique avec vous, Philippe Schaer, et donc avec une démonstration de danse qui se fera sur l'estrade où nous nous trouvons actuellement. Alors, pour vous présenter les ouvrages, nous allons juste passer voilà, les petits ouvrages qui se trouvent là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'autour de cet événement, il y a eu plusieurs livres qui ont été écrits. Avant le livre que je vais vous présenter maintenant, il y a déjà eu des articles scientifiques qui ont été écrits, d'histoire, etc., qui retracent un peu cet événement. Mais la première personne qui a fait un livre authentiquement, qui a compilé des données, c'est John Waller, qui a publié en 2008 le livre intitulé The Time to Dance, The Time to Die. Et c'est un historien de la médecine. Il est passé par l'université de Harvard et maintenant il est professeur d'histoire de la médecine à l'université du Michigan, donc aux États-Unis. Ce livre a fait l'objet d'une traduction. Il a été traduit il y a 2 ans. Enfin, ça c'est la traduction qui est parue il y a 2 ans, en 2016, aux éditions de la Nuée Bleue, donc une édition locale, strasbourgeoise, avec une traduction qui a été faite par M. Pérez, Laurent Pérez, que vous connaissez peut-être pour des chroniques dans des médias locaux, et donc c'est intitulé « Les danseurs fous de Strasbourg ». Nous nous appuierons beaucoup sur ce livre et on essaiera justement de le resituer un petit peu avec vous, Antoine Follin. Vous me direz ce que vous en pensez, justement pour essayer de resituer, pour savoir si on a affaire authentiquement à un livre historique, fidèle, ou si on est plus dans ce que vous connaissez peut-être sous le terme d'uchronie, c'est-à-dire l'uchronie, on part d'un fait historique et puis on en fait une version un peu romancée à partir de ce qu'on trouve. Et puis il y a 2 livres qui sont eux des romans assumés. On a d'une part Les Légions Furieuses qui est paru en 2017, donc qui est aux éditions du Cygne, une autre édition locale, strasbourgeoise, qui a été écrit donc par Emmanuel Viau. Emmanuel Viau est journaliste à l'antenne locale des DNA à Saverne, qui a écrit un très beau livre, je vous le recommande pour l'aspect romanesque, il y a une intrigue qui est très bien ficelée. Et puis le livre, qu'on n'a peut-être pas besoin de présenter tant il a fait l'objet de communication auprès des médias, c'est celui de Jean Telet, Entrée dans la danse, aux éditions Julliard, dont vous avez sans doute entendu parler, donc paru au début de cette année. Alors, si l'on poursuit, juste je vous montre encore 2 petites choses, c'est sur la diapo suivante, vous allez voir en haut ce qui est écrit,
au mois d'octobre 2018, vous aurez une exposition qui aura lieu au musée de l'œuvre Notre-Dame, qui est coordonnée par Elisabeth Clemens, donc une collègue d'Antoine Follin, qui est maître de conférence en histoire. Et ce que vous voyez représenté juste en bas, c'est un article d'Elisabeth Clemens que vous pouvez retrouver, il est accessible librement sur Internet, qui permet en fait simplement d'accéder à une vision critique du livre de John Waller. Alors, si vous avez envie de lire l'intégralité de ces livres, ça peut prendre potentiellement tout l'été, mais ça peut être assez sympathique de se documenter avant d'aller voir justement cette fameuse exposition du mois d'octobre. Je vous recommande de faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire passer plutôt déjà par les aspects romanesques, les légions furieuses, et puis entrer dans la danse de Tolé, avant de passer au livre de Waller, et terminer seulement après par l'article critique d'Elisabeth Clemens, parce qu'elle resitue les choses avec un grand sens de la véracité historique, mais ça peut un peu décourager de lire tout le reste, et notamment le livre de John Waller, c'est évidemment pas le but. Alors, pour aller un petit peu plus précisément dans notre événement, dans celui qui nous intéresse ce soir, je vais simplement vous donner... Ah oui, il y a encore, excusez-moi, je crois que j'oublie quelque chose, c'est juste encore 2 livres très importants. Il y a un livre qui nous a été recommandé par Antoine Follin, c'est La guerre des paysans de Georges Bischoff. On aura l'occasion de reparler justement de cet événement, de la guerre des paysans, voir peut-être comment cet événement, peut-être, a pu influencer ce qui s'est passé en 1518. Et puis La sorcellerie dans la ville, j'en ai déjà parlé, c'est le livre d'Antoine Follin, bien sûr. Alors, essayons de nous intéresser un petit peu, avant de nous tourner vers l'historien, sur ce qui s'est passé en 1518. C'est pour faire une petite introduction et vous dire ce qu'on connaît ou ce qu'on croit connaître de cet événement. Et ce qu'on croit connaître, c'est notamment parce que nous donne à voir John Waller. Le 14 juillet 1518, on nous décrit qu'une dame dans Strasbourg, Frau Trophéa, entre dans la danse. Pour ce qu'on nous décrit de tout cela, vraisemblablement, ce serait Paracels qui lui aurait donné ce nom-là, on aura l'occasion d'en reparler. Puis, les 21 juillet et 25 juillet, on nous décrit successivement une trentaine de personnes, puis une cinquantaine de personnes qui se seraient mises à danser dans les rues de Strasbourg. Finalement, fin juillet, les annales de Sébastien Brandt, humaniste strasbourgeois bien connu dont on aura l'occasion de reparler, retracent l'installation de lieux dédiés dans Strasbourg qui auraient permis aux gens de danser. Et en gros, on aurait dans un premier temps incité les gens à danser. On a installé ces différents estrades au marché au grain, la Grande Marthe, et puis au marché aux chevaux qui se trouve sur l'actuelle place Broglie. Et une chronique décrit que les danseurs étaient donc encouragés à danser, nous dit-on, sur fond de flûte et de tambour. Le 27 juillet, il y a un arrêté du Conseil des 21, vraisemblablement, pour interdire la musique en public. Autrement dit, on est en train un peu de changer de stratégie, on se dit que c'était peut-être pas une bonne idée de les encourager à danser. Le 3 août, on nous parle d'une amende en cas de danse en public. Le 10 août, finalement, le Conseil des 21 acte que le mal se répand et une chronique évoque jusqu'à 400 danseurs. Donc vraisemblablement, ça a l'air de pas très bien se passer. Mi-août, les annales de Sébastien Brandt mentionnent le transfert des danseurs vers Saverne, la grotte Saint-Vite. C'est la grotte Saint-Vitus en latin, donc ça donne Saint-Guy aujourd'hui. Vous connaissez peut-être cette grotte, ça se trouve sur les hauteurs de Saverne, il y a un petit jardin botanique et en contrebas, la fameuse grotte Saint-Vite, qui est toujours visible aujourd'hui. Et sur ce lieu-là, on a la description de rituels thérapeutiques qui ont été réalisés à la grotte Saint-Vite. Et on nous dit dans certaines chroniques que le fait d'avoir transporté les patients là-bas, ça aida la plupart d'entre eux. En tous les cas, le phénomène semble s'arrêter courant du mois de septembre. Voilà la description qu'on peut faire, une description sommaire de cet événement, mais on a besoin, on s'en doute, d'avoir besoin d'une expertise par rapport à tout cela et d'avoir un regard, notamment d'un historien, cela sera très précieux. Antoine Follin, on nous décrit chez Waller, comme chez Tolé, finalement, un Strasbourg du début du XVIe, vers 1518, qui est particulièrement terrifiant. Juste pour resituer, Tolé nous dit 2 choses quand il commence son livre. Il y a des infanticides et il y a de l'anthropophagie. On a 2 couples qui habitent l'un à côté de l'autre. Il y en a un qui vient de jeter son enfant à l'eau pour s'en débarrasser, c'est Frau Trophéa elle-même. En gros, ce serait son traumatisme qui l'incite à danser par la suite. Et puis, ceux qui habitent juste à côté viennent, eux, faire de l'anthropophagie, viennent de manger leur enfant. Quand on lit ça, on se dit, mon Dieu, le 1518 de Strasbourg, il est abominable. Qu'en est-il vraiment? Et que sait-on? Sur le 1518 de Strasbourg ou sur ce que Jean Telet en écrit? Parce que Jean Telet, on va tout lui autoriser, parce que lui, il est romancier. Il part d'un événement, il part d'une trame, et il a le droit d'en faire absolument tout ce qu'il veut. Il n'est pas dans la même position que d'autres auteurs comme Waller, qui fait un livre d'histoire sur lequel on aura encore des choses à dire. Après, sur le contexte,
Et ce contexte, il a une énorme importance, notamment dans le livre de Jean Waller. C'est un contexte absolument catastrophique d'après lui, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est frappé par la peste, frappé par la famine, tout est noir, tout est sombre, on se demande comment tous ces gens ne se seraient pas immédiatement suicidés tellement c'est noir, tel qu'il nous décrit. Le problème, c'est que la vérité, c'est pas ça. 1518 est une année complètement ordinaire, complètement banale. Je ne dirais pas que les gens vivaient bien, mais cette année-là, il n'y a absolument rien d'extraordinaire. Et le contexte qui a été dépeint par Jean Waller, ce contexte, en fait, il est complètement faux. D'accord. Bon, donc du coup, ça nous resitue déjà un petit peu les choses. John Waller, d'ailleurs, à un moment donné, introduit une notion qui nuance un peu les choses. Il fait une description qui a été retranscrite par Erasme, le grand humaniste, qui est passé dans Strasbourg à peu près à la même époque et qui fait d'ailleurs un état des lieux très éloquent du Strasbourg de l'époque, en disant que c'est une cité dans laquelle on semble très bien vivre. Donc bon, voilà, ça correspond peut-être à ça. Alors, toujours est-il que, à la fois Waller, Tollet et puis finalement même Emmanuel Vieux nous parlent de l'époque comme étant, notamment pour un axe dont on doit quand même parler, c'est les révoltes paysannes. On nous dit qu'il y a des révoltes paysannes, donc les gens ont envie de se révolter et que finalement ces révoltes échouent, c'est-à-dire ce qu'on appelle les bunchus n'arrivent pas au bout. Il y a notamment un personnage dont vous allez peut-être nous reparler qui est Jos Fritz, qui a véritablement existé, et comment Emmanuel Vieux lui donne d'ailleurs une place dans son roman. Ces bunchus, ces révoltes paysannes, est-ce que ça peut être quelque chose qui met dans un tel état de révolte les gens que ça puisse expliquer justement une espèce d'hystérie collective tellement les gens n'en peuvent plus? Alors attention aux personnages dont on nous dit qu'ils ont existé, que d'autres reprennent après en augmentant tout ce qu'on peut savoir de leur vie et en inventant au fur et à mesure. Sinon, sur ce contexte de révolte, il y a des révoltes, et notamment il y a cet événement énorme pour les pays rhénans et pour l'Alsace en particulier, qui est cette révolte paysanne de 1525. Une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas rattacher révolte, voire même révolution, parce qu'on tire un peu de ce côté avec les paysans de 1525, ce ne sont pas les révoltes de la misère, du tout. C'est absolument pas ce contexte qui a amené l'agitation et de la part de ces paysans le rêve d'une autre société. On n'est absolument pas, notamment dans le contexte que décrivait John Waller, et les rapports qu'il essaie de tisser entre ce contexte social, politique et l'événement de 1518 ne tiennent absolument pas et surtout n'expliquent strictement rien. Il y a quand même une notion chez Waller, peut-être on a envie de réaborder avec vous à travers ça, c'est que ces révoltes paysannes, elles sont quand même orientées, on va dire, on a affaire à des pauvres gens qui s'en prennent plutôt à des gens qui sont riches, qui sont dans l'opulence, qui ne manquent de rien en tous les cas. C'était un peu le sens quand même des bunchus. On a affaire à des paysans qui sont certainement pas les plus pauvres. D'accord, donc ça permet quand même de resituer un peu les choses. C'est pas forcément la lecture qu'on peut en faire à travers Waller. Alors, il y a également chez Waller quelque chose qui est très présent pour tenter d'expliquer l'événement, c'est la peur de la damnation. Et on nous parle d'un certain nombre d'événements. Il y a notamment une météorite qui serait tombée à Ensisheim, il y a un pourceau qui naît à Lancer qui est absolument monstrueux, des Siamois qui naissent à Ertingen. Tout ça, c'est fin du 15e. Mais on nous présente ces éléments-là comme étant dans un contexte où les gens peuvent être très croyants, très interprétatifs d'un certain nombre de signaux comme ceux-là, comme étant des éléments qui, à un moment donné, peuvent expliquer une espèce de décompensation chez ces gens. Est-ce que ça tient? Est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'on n'avait jamais vu ça auparavant? Alors, je vais d'abord dire une chose. Le livre de John Waller est quand même une lecture très intéressante, et c'est un livre que je vous recommande parce qu'il contient tout le dossier, mais c'est un livre qu'il faut lire avec intelligence et avec prudence, et en s'en méfiant. Même quand on n'est pas historien, on sent qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et il y a des assemblages qui ne fonctionnent pas, il y a des choses qui les rapprochent avec beaucoup d'exagération. Les événements qui ont pu arriver et que Waller essaie de rattacher à 1518. En 1518, c'est quand même un événement qui est dans le temps situé très précisément. Or, lui, il va chercher des choses qui sont à distance. Et en plus, ces choses qu'il va chercher à distance, mais je dirais qu'on peut en trouver à plein d'autres dates, chez plein d'auteurs. Et quand ils ne les ont pas, ils les inventent. Et quand ils réécrivent après un autre auteur, ils en rajoutent parce que c'est jamais assez fort, c'est jamais assez joli. Et donc tout ça est déformé. Et on en trouve ce genre d'événements ou de choses fantastiques, on les trouve absolument chez tous les auteurs. Je vais vous citer deux auteurs qui sont emblématiques de ce point de vue. Ambroise Paré, c'est un nom qui parle à tout le monde.
En tant que barbier chirurgien, c'est quelqu'un qui est tout à fait excellent, qui a une pratique extraordinaire et qui a même inventé des choses. Et il a écrit. Et il y a des bonnes pages d'Ambroise Paré. Mais il y a aussi des pages où il fait le savant. Et là, il reprend toutes les bêtises que les autres ont pu écrire et il les reprend à son propre compte et il les diffuse. Tout d'un coup, cet Ambroise Paré n'a plus d'esprit critique parce qu'il fonctionne dans un autre univers mental. Et il faut écrire des choses comme ça pour être un lecteur habile, reconnu, estimé. Le deuxième auteur que je peux vous citer, c'est Jean Bodin. Là aussi, c'est un nom qui peut dire quelque chose. Jean Bodin, l'auteur de La République, c'est un juriste extraordinaire, c'est un politologue extrêmement fin, etc. Mais il a aussi écrit un traité de sorcellerie, dans lequel, à nouveau, il colporte des tas de choses, des tas d'événements qui sont des choses inventées, qui ne sont absolument plus dans le domaine de la rationalité. C'est l'effet média. Il y a un très bon livre d'un psychiatre qui s'appelle L'effet nocebo, écrit par le docteur Patrick Lemoine, qui explique justement comment le simple effet d'avoir l'existence d'un média, ça incite à dire potentiellement des bêtises, mais ça permet d'attirer l'attention, donc on est incité à aller bien au-delà de ce qu'on peut penser au départ. Par rapport à tout ce qui est damnation, etc., pour y revenir quand même un peu, il y a quand même quelque chose de consensuel, même quand on est sur l'aspect historique, plus ou moins historique, on va dire avec Waller, même dans l'aspect romanesque, il y a un consensus, c'est de parler d'un clergé qui est authentiquement dévoyé. Est-ce qu'il est dévoyé et est-ce que ça peut être générateur d'angoisse chez les gens, notamment ceux qui sont croyants, mais on a tendance à penser que l'époque est particulièrement croyante. Alors, générateur d'angoisse, je ne dirais pas tant que ça, parce que ce clergé, il n'est pas finalement très choquant. On va être choqué par les attitudes du clergé plus tard, au XVIIe siècle. À cette époque-là, non. Et puis surtout, à cette époque-là, le véritable état des lieux du clergé alsacien, il faut aller le chercher dans la thèse de Rapp, assez ancienne. Mais là, le travail sérieux a été fait. Ça ne correspond pas du tout à ce que Waller nous décrit. À nouveau. D'accord. Mais ce clergé, il est quand même dévoyé. Il est objectivement dévoyé, ça dépend avec quels yeux on le regarde. Alors avec les yeux d'aujourd'hui. Avec les yeux d'un évêque de la fin du XVIIe siècle, il est abominable, ce clergé. Avec les yeux des fidèles, des croyants du XVIe siècle, non. Que le clergé ait des concubines, ait des relations sexuelles, ça ne les choque pas. Ce qui les choque, c'est quand ils sont un peu coureurs, notamment quand ils courent après les femmes mariées. Là, ça commence à poser problème. Mais sinon, non, c'est normal. Quand il y a un minimum de respect, ça tient. Voilà. On peut le comprendre. Par rapport, justement, pour rester un petit peu dans le monde religieux, il y a des personnages qui sont un peu clés à travers ce que Waller évoque et même ce qui est apporté par les contenus romanesques. Il y a Jean Gélard de Kaysersberg, à tel point que Emmanuel Viau en fait un personnage de son roman, alors qu'on sait qu'il est déjà décédé au moment de l'épidémie d'Encens, il est décédé en 1510, mais voilà, son rôle de prédicateur local pouvant galvaniser les foules, contre qui? Contre les autorités, on verra. Et puis il y a aussi l'évêque en place de Strasbourg, Guillaume III de Hohenstein. Ces personnages-là, est-ce qu'ils ont pu jouer un rôle? Peut-être Jean Gélard de Kaysersberg à distance, on va dire, et puis Guillaume III de Hohenstein, comment il a pu se positionner par rapport à ça, si on a des éléments? Gélard, ça fait 10 ans qu'il est mort. Donc il a eu son époque, il a eu sa période où il fulminait, il décrivait un monde en danger par rapport à ce qu'il devrait être dans un vrai monde chrétien. Est-ce qu'il affolait les fidèles, les foules, autant que Waller le dit? Certainement pas. J'ai oublié la suite de la question. L'évêque, Guillaume III de Hohenstein à l'époque. L'évêque, à nouveau, c'est Rapp, qui va nous renseigner. C'est un bon évêque, c'est un évêque sérieux. Et par ailleurs, c'est pas trop documenté ce qu'il a pu faire au moment de l'événement. Comme beaucoup de choses d'ailleurs, là on a le problème documentaire qu'on va finir par aborder. Pour terminer l'esprit religieux, il y a quand même un élément sur lequel on peut revenir, parce que là, pour le coup, on a à peu près une date de début à peu près bien fixée, c'est la Réforme, octobre 1517, mais influence à Strasbourg à cette époque-là, on sait que Martin Bucer, pour l'influence strasbourgeoise, ça semble être plus tard. Est-ce que ça peut déjà jouer? Il y a des communications autour de cet esprit de la Réforme. Est-ce qu'il souffle déjà dans les rues strasbourgeoises? À la fois, certaines nouvelles peuvent se diffuser très vite. Une nouvelle de bataille, par exemple, ça se fait à la vitesse d'un cheval.
Il y a d'autres choses comme le message tout nouveau de Luther 1517. Ça n'a un effet que très lent. Et en 1518, ça peut jouer sur rien. Alors, pour aller, donc là on était sur les aspects religieux, pour aller un petit peu sur l'organisation, oui. Intervention. Est-ce qu'on est en train de quitter le domaine historique? Parce que j'aurais voulu poser une question, profiter d'un historique, sur est-ce que la danse était plutôt vue favorablement par l'Église ou défavorablement? Est-ce que c'était plutôt quelque chose à en inciter les gens à faire au nom de Dieu ou plutôt le contraire? Que pensait-on de la danse? D'abord, la danse est pratiquée par tout le monde. La danse est un vrai plaisir, c'est une des choses que l'on fait dès que l'on fait la fête. Par contre, quelle est l'opinion de certaines autorités, notamment religieuses, et notamment parmi les religieuses, ceux qui s'expriment, qui sont les plus moralistes, je dirais, la danse, c'est l'horreur. La danse, c'est la licence, ça pousse au péché. Mais ça n'empêche absolument personne de danser. En sachant, il y a juste cet aspect là-dessus, et on a eu l'occasion d'échanger un petit peu entre nous là-dessus, le fait que finalement, ce qu'on appelle le Quattrocento italien, voilà, le siècle précédent, le 15e, au milieu du 15e, donc c'est-à-dire les années 1450, on a le début de la définition de la danse savante. Mais la danse savante concerne une part infime de la population, c'est plutôt les riches. Cette manie dansante, on a toutes les raisons de penser que si ça s'est produit dans les rues, on n'était pas sur de la danse savante. En fait, quand on parle de danse, il y a les danses savantes qui sont décrites dans des ouvrages, donc on peut savoir ce qui se faisait. Par contre, les danses populaires, en réalité, on ne peut pas savoir. En fait, on sait que les gens tournent, que les gens sautent. On peut penser qu'il y a une espèce de défi entre danseurs. Donc, celui qui saute le plus haut, c'est le meilleur danseur. Mais par contre, on n'aura pas vraiment de chorégraphie et de mouvements extrêmement savants. Ce qui peut faire comprendre que, disons, des convulsions, des gesticulations, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'ils faisaient ces danseurs de 1518, ça a été décrit, et le mot est employé dans les sources, ça a été décrit comme dans la danse. Mais qu'est-ce qu'eux mettaient derrière ce mot pour dire que ce sont des malades dansants? Pour revenir, là on a parlé tout à l'heure un petit peu de la religion, ça fait partie d'un des domaines importants, une institution pour la ville, pour l'époque. L'organisation administrative de la ville, c'est décrit chez Waller, c'est décrit au niveau des romans, on nous parle des âmes maîtres, l'équivalent des maires aujourd'hui, on nous parle notamment d'Andreas Ragnarsson, qu'on identifie comme le maire de l'époque. On nous parle aussi des décisions qui ont été prises, ça c'est Waller qui le fait beaucoup par le fameux Conseil des 21, donc on sait qu'il y a une découpe, Conseil des 13, des 15, des 21. Qu'est-ce qu'on sait finalement de l'organisation administrative de la ville à l'époque, et quel a pu être leur rôle et leur place par rapport à cet événement-là? Alors d'abord, dans un roman, c'est normal que pour obtenir le côté véridique, vraisemblable, on va utiliser des noms d'institutions. On va utiliser des noms de lieux, des noms d'édifices, etc. pour construire un décor crédible devant lequel on va mettre les personnages avec lequel là, le romancier fait ce qu'il veut. Maintenant, les vraies institutions de Strasbourg. Alors les institutions des villes de cette époque, plutôt que les nommer, dire leur esprit. Ce sont des institutions qui sont des institutions d'équilibre par rapport à des périodes antérieures où il y a eu davantage de conflits, notamment entre noblesse et bourgeoisie. Et ce sont des institutions dans lesquelles on essaie de représenter tout ça. Ce sont des institutions dans lesquelles on a de la rotation et essentiellement de l'équilibre, pour qu'au niveau des institutions, on efface les raisons de se quereller. Et les personnages que vous avez cités, en fait, c'est un genre de maire, mais qui aurait, je dirais, beaucoup moins de pouvoir que Roland Ris aujourd'hui à Strasbourg. C'est quelqu'un qui a plus une fonction de représentation et qui, par ailleurs, doit tout arranger et négocier avec les autres. Et lui, il est représentant de la bourgeoisie. Et les autres, ils sont représentants de la noblesse, avec aussi une fonction de représentation. Le pouvoir de décision, on va le trouver dans les conseils. Donc c'est collégial, c'est collectif. Ce conseil des 21, ce conseil des 15, ce conseil des 13, etc., qui sont plus ou moins spécialisés et qui, là aussi, prennent des décisions ensemble pour arriver à un certain résultat.
parmi les questions qu'on peut se poser, c'est quelle autorité ils peuvent avoir sur les événements? Est-ce qu'ils peuvent prendre des décisions? À la fois oui, à la fois non. Je vais vous entraîner ailleurs, je vais vous emmener à Nancy dans la documentation d'archives que j'ai utilisée. À un moment, la municipalité de Nancy devient soucieuse de moralité, donc il repère et il nomme quelques dizaines de femmes qu'il considère comme des femmes débauchées, et il leur ordonne de quitter la ville. Vous êtes chassés. Qu'est-il arrivé? Toutes ces femmes ont répondu, moi je suis citoyenne de Nancy, je ne bouge pas. Et ils n'en ont fait expulser aucune. Et il a fallu aller chercher la justice ducale qui a monté une affaire d'accusation de sorcellerie pour arriver à en expulser une. Mais pas avec l'accusation de débauche. Et donc ces pouvoirs municipaux, ils ont une autorité, mais une autorité qui est limitée. En plus, ils négocient et ils travaillent avec les corporations, avec les tribus, qui sont à la fois des organisations de métiers et de quartiers. Et on voit dans l'épisode de la danse qu'une partie du problème est gérée avec ces corporations, puisqu'on leur demande de rassembler, de s'occuper chacun des siens. L'autorité politique a toujours été un mythe, finalement, à toutes les époques. Et est-ce que, finalement, on est capable, je l'ai fait de façon naïve, justement, en reprenant Waller, de faire authentiquement une chronologie des événements, de dire, voilà, le 14 juillet, il se passe ça, le 20 juillet, etc. Est-ce qu'on est capable, à partir des données dont on dispose, que ce soit des chroniques, que ce soit des annales de Sébastien Mante, est-ce que ça tient la route de faire une belle frise comme ça, chronologique des événements? Globalement, la frise chronologique, elle tient. Le début de l'événement, sa durée, à peu près la fin quand ça se délite. La chronologie, oui, elle est correcte, elle est établie. Par contre, le contenu, ou le nombre, tout ça, ça se discute. Alors, on parle de la documentation, on attaque? Oui, pardon. Le problème, c'est qu'on a des couches de documentation, des strates documentaires. On a ce qui est le plus près de l'événement et qu'on pourrait qualifier comme étant le plus neutre, le plus sincère. C'est pas bien long. S'il n'y a pas beaucoup d'auteurs, et c'est très court, ils ne disent pas grand-chose. Après, on a de la documentation supplémentaire qui vient d'autres auteurs, d'autres chroniqueurs qui n'ont rien vu, mais qui partent de l'événement pour en rajouter. Ils en racontent encore plus. Il y a des tas de détails qui viennent de cet architecte Specklin, qui n'est pas un contemporain de l'événement, mais qui en parle plus tard, et il y a beaucoup de choses qu'il est le premier à dire. Alors on peut imaginer, mais c'est parce qu'il a recueilli des informations de première main, et il nous transmet la vérité. Connaissant les auteurs du temps, que personne ne contrôle, je dirais tout au contraire, il a dit tout ce qu'il avait envie de dire sans aucun contrôle. Donc cette deuxième couche d'auteurs qui s'éloignent, et qui s'éloignent parfois beaucoup, ce sont des auteurs qui rajoutent des choses, mais il ne faut pas les croire. En fait, on a vraiment le noyau dur des informations auxquelles il faut essayer de se tenir. Je précise que ce noyau dur, il est déjà suffisant pour vous poser les problèmes qu'en tant que praticien, en tant que pharmacien, vous pouvez traiter. Alors, après, on a encore comme couche documentaire, plus tardif, toute une littérature médicale à partir du 19e siècle, qui s'appuie notamment sur Paracels, en considérant que c'est un médecin qui fait autorité. Or déjà, Paracels n'est pas d'une fiabilité absolue, et puis donc, ils ont rajouté des choses, et puis on a comme dernière couche documentaire les auteurs contemporains qui sont soit des romanciers affichés, affirmés, comme Gentelet, et Gentelet rajoute autant de choses qu'il le veut, ça ne me dérange absolument pas, et on a John Waller, qui, je le répète, est un livre à lire, parce qu'il y a, pour l'instant, c'est le plus gros rassemblement de documentation, mais qui nous pose énormément comme problème. Alors, je l'avais parcouru, je ne l'avais jamais lu d'aussi près que pour aujourd'hui. J'en ai discuté avec des collègues, certains m'ont dit, je n'ai pas réussi à aller au bout, tellement ça m'énervait. Moi, je dirais, ce livre, maintenant, je le considère comme une gourmandise, parce que je pense que je vais l'étudier avec mes étudiants en master, pour leur dire, voilà comment on ne fait pas de l'histoire. Je précise que vous pouvez quand même acheter les livres. Intéressant, mais ça permet de resituer
éventuellement le fait pourquoi on n'a pas osé inviter John Waller ce soir. Simplement là-dessus, peut-être juste, oui, ça me fait penser juste à une modélisation un peu de la problématique de quand on est sollicité pour réévoquer un événement, c'est le cas de Jean Telet. Si vous avez l'occasion d'écouter les émissions dans lesquelles Jean Telet a été sollicité, en fait, il y a une chronologie intéressante, c'est que plus il était sollicité dans des émissions, plus le nombre de morts en lien avec l'épidémie augmentait. C'est intéressant, il faudra lui reposer la question, il doit revenir au mois d'octobre. Comme chez les chroniqueurs. Exactement, c'est un chroniqueur de notre époque. Parce qu'on part de peut-être une cinquantaine de cas dans les sources les plus proches, et puis on va finir avec des centaines ou des milliers. Tout à fait. Une question qui finalement nous rapproche de votre livre qui est paru tout récemment. On se pose quand même une question. Emmanuel Biot fait le choix dans son roman de décrire une jeune femme qui a un profil psychologique extrêmement complexe. On sait qu'elle est prostituée, on se demande si c'est pas une sorcière, et finalement, au détour d'un complot politique, elle se retrouve à la fin du livre sur le bûcher, et c'est un petit peu la victime expiatoire de cette fameuse épidémie, et ça solde l'épidémie. Vraisemblablement, pour ce qu'on en sait, ça s'est pas produit en 1518, mais on peut se poser la question de pourquoi ça s'est pas produit finalement, pourquoi il n'y a pas eu de dénonciation. C'est quelque chose peut-être de surprenant pour l'époque? Disons que Strasbourg me surprend. Alors je dirais que d'abord la sorcellerie et les accusations de sorcellerie, de sortilège, parce que c'est avant tout une affaire criminelle et judiciaire, ça repose sur des mentalités, des modes de pensée, pour lesquels si on se demande est-ce qu'il y a une différence entre la ville et la campagne, je dis non. Ils ont la même chose dans la tête. En revanche, on a une poursuite de la sorcellerie, je dirais, dans toutes les campagnes, en tout cas, l'espace germanique en tout cas, parce que c'est pas le cas, c'est pas très partagé ailleurs, notamment dans le royaume de France, c'est beaucoup plus modeste, parce que les autorités judiciaires ne laissent pas déraper ce genre d'affaires. Et dans les villes, une des choses dont on s'est rendu compte en faisant cette étude sur la sorcellerie à la ville, je dirais, ça dépend. Et un espace comme le Saint-Empire romain germanique, c'est très pratique pour voir justement à quel point ça dépend d'une ville à l'autre. Et je dirais qu'il y a des villes où il n'y a pas de chasse aux sorcières, parce que les autorités municipales n'en veulent pas. Parce qu'une chasse aux sorcières, une fois que c'est parti, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, on ne sait pas combien de gens on va brûler, et on ne sait pas qui on va brûler. Donc il y a les municipalités extrêmement prudentes qui verrouillent tout de suite et qui n'en veulent pas. Il y a les municipalités imprudentes qui ont laissé filer des affaires, qui se sont retrouvées avec 100 bûchers et qui ne se feront pas prendre deux fois. C'est-à-dire qu'ils deviendront prudentes. Alors, le cas de Strasbourg, Strasbourg, à cause de certains auteurs, Marteau les sorcières et autres, c'est un des endroits où on a chauffé à blanc la question. Et on pourrait dire, mais alors à Strasbourg, on va brûler. Et à Strasbourg, non. À Strasbourg, il n'y a rien sur le plan de la sorcellerie, c'est le cadre. Et une chose qui me frappe dans ce dossier, c'est d'abord que, alors que ce qui s'est passé, on peut tout de suite penser, ça vient du diable, ça vient de Dieu. De toute façon, ça vient toujours de l'un ou l'autre. Dans le cas de Strasbourg, c'est très rapidement défini comme une maladie, et comme une maladie naturelle. Et la sorcellerie est dès le départ évacuée de la question. Et donc le personnage de sorcière qui est rajouté dans le roman, à nouveau un romancier fait ce qu'il veut, il est hors de l'histoire réelle. On est resté dans le cas d'une maladie, une maladie étonnante, une maladie surprenante, qu'on a essayé de traiter de diverses manières, mais la sorcellerie est absente du dossier. Et c'est entre autres spécifique de l'ambiance strasbourgeoise. En resituant ça, justement, le statut, parce qu'on en entend parler de ce statut de Strasbourg, ville libre, dans le Saint-Empire romain germanique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire autonomie, justement, de gestion, il n'y a pas d'influence de l'extérieur pour la gestion de la ville? C'est une ville qui, avec son plat pays, est politiquement autonome. Alors que d'autres villes peuvent se trouver incluses dans une composante politique qui est beaucoup plus large, et donc ne sont pas libres par rapport à une autorité qui sera une autorité seigneuriale, princière. Parfait. Merci beaucoup Antoine Foulin. Vous restez de toute façon disponible pour nous apporter votre expertise historique dès que c'est nécessaire. Je me tourne maintenant vers Julie Claus. On va s'intéresser donc aux questions médicales. On vient de le voir à l'instant. De toute façon, on a vraisemblablement une gestion de l'événement qui est tournée vers la compétence médicale, au moins dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ça échappe un petit peu. Chez Waller, comme chez Telet, on nous évoque véritablement une époque avec
énormément de maladies. On peut relire aussi l'article d'Elisabeth Clemens pour se faire peut-être une idée un peu plus objective de la situation. Qu'est-ce que c'est que toutes ces maladies qu'on vous évoque pour l'époque? Alors effectivement, autour de 1518 à Strasbourg, et je dis Strasbourg, mais c'est forcément un peu dans toute l'Europe, il y a beaucoup de maladies. Alors je vais dresser un petit peu un portrait de ces maladies. Après, quelle était exactement présente, celle qui était exactement présente à Strasbourg, ça, je pense qu'il y a quelques incertitudes. Donc c'est pour la plupart en fait des maladies infectieuses, c'est-à-dire qui vont être causées par la transmission d'un agent infectieux, donc une bactérie, un virus, et elles vont soit évoluer sur un mode épidémique, c'est-à-dire elles ne sont pas présentes dans une région et puis elles arrivent dans cette région et se propagent assez rapidement parmi les individus, ou alors elles évoluent sur un mode endémique, c'est-à-dire qu'elles vont persister ensuite dans cette région. Alors parmi les maladies épidémiques, il y a des maladies qu'on connaît tous bien, enfin qui ont marqué l'imaginaire, comme la peste, voilà, qui est transmise par une bactérie avec des piqûres de puces provenant de rats infectés. Il y a aussi bien sûr, alors la peste, on sait qu'elle est à Mulhouse à l'été 1518 justement, mais qu'elle n'est pas ensuite parvenue jusqu'à Strasbourg. Autre épidémie, c'est la variole. Alors là, on sait qu'elle a touché Strasbourg au printemps 1517, je crois. Aussi une maladie épidémique plus mystérieuse, la suette anglaise. Je dis mystérieuse parce que le dernier cas, c'était a priori au XVIe siècle, et donc on n'en a eu qu'une analyse rétrospective. Après, à côté de ça, il y a des maladies plus endémiques, comme la syphilis, la lèpre. Et puis, alors, ce qu'on a longtemps appelé la danse de Saint-Guy, là on se rapproche peut-être de notre sujet, et qu'on appelle maintenant la chorée de Sydenham. Donc c'est en fait une chorée, donc des mouvements anormaux, involontaires, qui vont succéder à une infection par streptocoque. Et ça touche surtout les enfants. Et donc c'était présent à cette époque-là à Strasbourg. Et puis finalement, dernière maladie, alors c'est pas du tout exhaustif, hein, le portrait que je vous dresse, mais c'est l'ergotisme. Donc l'ergotisme qui est provoqué par l'ingestion d'alcaloïdes produits par un champignon qui parasite les céréales et notamment le seigle. Donc ce champignon, c'est l'ergot de seigle. Et donc au niveau des manifestations, ça pouvait associer des convulsions, mais aussi des nécroses des tissus dues à la vasoconstriction due aux alcaloïdes, et puis aussi des manifestations, des symptômes gastro-intestinaux. Donc voilà, pour dresser un petit panorama. Juste pour faire la liaison, hein, l'ergotisme, c'est ce qui fait le lien justement, notamment avec ce que Tollet nous évoque avec le LSD. En fait, le LSD, c'est un dérivé de l'ergot, mais c'est purement synthétique, donc on n'avait pas accès au LSD à l'époque. Mais par rapport à ça, donc justement, ces différentes épidémies potentielles, ces différentes contaminations comme l'ergotisme, etc., Waller semble botter en touche tout ça en nous disant ce n'est pas suffisant pour expliquer l'épidémie d'encens de 1518. Donc concrètement, qu'est-ce que vous en pensez? C'est insuffisant authentiquement? Alors là, déjà, je commencerai par deux remarques, et là, je rebondis sur ce que disait Monsieur Follin, c'est que déjà, en fait, on a très peu de description du phénomène, donc de cette épidémie dansante produite au moment de l'épidémie dansante par des personnes qui y ont assisté. Et donc les descriptions qu'on a pour beaucoup sont postérieures, et en fait elles correspondent déjà à une interprétation. C'est-à-dire que la description, elle est faite par quelqu'un qui a déjà une hypothèse par rapport à une cause, un agent causal. Donc elle est, quelque part, elle n'est pas brute. Donc parce que là, on est dans l'exercice du diagnostic rétrospectif, et donc déjà, ça s'annonce compliqué. Et déjà aussi, deuxième remarque, c'est que moi, j'invite quand même à une certaine prudence par rapport au diagnostic rétrospectif, parce qu'on va appliquer des concepts médicaux actuels à un phénomène qui s'est passé au Moyen-Âge. Bon, même si pour un agent infectieux c'est peut-être différent, mais donc dans un contexte qui est quand même complètement différent
du contexte de nos sociétés actuelles. Alors après, bien sûr, quand même, on peut dire que des maladies épidémiques auraient pu affecter, après il y a aussi une controverse sur le nombre de sujets touchés, mais auraient pu affecter ce nombre de sujets. Voilà, mais après c'est au niveau du tableau clinique où, même si je dis bien qu'on a très peu de descriptions, on n'a pas vraiment de tableau clinique qui correspondent. Après, ce serait plus donc la chorée de Sydenham ou l'ergotisme qui pourrait correspondre, mais la chorée de Sydenham, je ne sais pas si elle aurait pu toucher autant de sujets. Et puis donc c'est une chorée. Alors bon, mes collègues reviendront là-dessus. Et puis Monsieur Follin disait la danse, on ne sait pas exactement comment les gens dansaient au Moyen-Âge. Donc moi j'allais dire une chorée, ça ne ressemble pas non plus vraiment forcément à une danse, mais voilà, avec toute la prudence que ça implique. Surtout, nous, on a notre conception actuelle de la danse, mais comment voilà, les gens dansaient au Moyen-Âge, ça, on ne sait pas. Une difficulté majeure, effectivement, de la réinterprétation a posteriori d'un événement. On a une place finalement prépondérante chez Waller, qui on s'accorde quand même à dire aujourd'hui que l'hypothèse principale, ce serait ça, c'est cette fameuse notion d'hystérie collective, d'hystérie de masse. Finalement, de quoi s'agit-il, cette fameuse hystérie collective? Alors, la définition, elle n'est pas forcément simple à donner, parce que quand on compile les articles scientifiques ou les ouvrages, les définitions sont quand même assez souvent différentes. Je vais essayer de vous en donner une définition consensuelle, alors par contre qui sera essentiellement descriptive, parce que ce phénomène d'hystérie collective, on se l'explique encore très peu. Donc en fait, on peut s'accorder pour dire que c'est la survenue chez plusieurs individus d'un groupe de manifestations physiques. Donc ça pourrait être par exemple des nausées, des évanouissements, des maux de tête, donc chez plusieurs individus d'un groupe, sans que l'on retrouve une cause physique, donc une cause organique à ces manifestations. Et donc il y a plusieurs caractéristiques qui sont régulièrement, qui ont été mises en évidence au fur et à mesure des différents épisodes qui étaient constatés. Donc c'est le fait que ça va concerner, je vous le disais, différents individus d'un groupe avec une certaine cohésion sociale et que ces individus partagent un lieu de vie. Après, le phénomène est circonscrit dans le temps aussi. En général, il y a un premier individu qui va présenter les signes, donc ce qu'on peut appeler le cas modèle, signes qui vont ensuite être présents chez les autres personnes du groupe. Après, il y a aussi le fait que les médecins échouent dans la recherche d'une cause organique. Le fait aussi que quand les sujets sont mis à l'écart du groupe, les manifestations ont tendance à s'amender, mais qu'elles peuvent réémerger si la personne réintègre le groupe. Et puis aussi, alors j'ai dit on va parler surtout de description et pas de cause, mais il y a quand même un agent causal qui est régulièrement retrouvé, c'est l'existence d'une angoisse partagée par les différents membres du groupe, en fait, un stress collectif. Alors justement, sur cette notion d'angoisse, finalement, comment l'angoisse peut générer une telle manifestation comportementale? Alors, c'est une question compliquée, donc je vais peut-être d'abord y répondre au niveau individuel, c'est-à-dire comment chez une personne l'angoisse peut générer des signes physiques ou comportementaux. Et alors là, je vous propose deux cadres de lecture différents, deux cadres conceptuels, parce que la psychiatrie, c'est quand même assez compliqué, il y a différentes approches. Donc le premier, celui de la psychanalyse, et le second, celui des troubles dissociatifs, tels qu'ils sont décrits dans la classification internationale des maladies. Alors premier cadre conceptuel, donc la psychanalyse, l'hystérie selon Freud, et bien dans ce cas-là, l'angoisse est une... L'hystérie, est une lutte contre l'angoisse via la production d'un symptôme de conversion, c'est-à-dire qui va ressembler à une maladie corporelle. En fait, face à un événement très désagréable, la représentation de l'événement et l'affect qui est généré par l'événement, c'est-à-dire l'angoisse, vont être séparés. La représentation est refoulée, c'est-à-dire qu'elle est
elle n'est plus dans le champ de la conscience, c'est comme si elle était inexistante, tandis que l'affect va se transformer au niveau du corps, dans le symptôme physique. Donc voilà, pour dire les choses un peu autrement, c'est comme si la souffrance ne pouvait pas être dite par le langage verbal, et donc c'est le corps qui allait parler. Après, dans le registre des troubles dissociatifs, là, l'angoisse va en fait générer un trouble de fonction qu'on appelle normalement intégré, donc comme la mémoire, la conscience, l'identité et la perception de l'environnement. Et donc à ce moment-là, il peut y avoir tout un type de manifestations physiques ou comportementales différentes qui peuvent survenir, comme par exemple une amnésie, une fugue. Dans la classification internationale des maladies, sous le terme de troubles dissociatifs, il y a une sous-catégorie qui est état de transe et de possession, par exemple. Et alors du coup, comment est-ce qu'on explique, indépendamment des aspects neuroscientifiques, neurobiologiques sur lesquels on reviendra après, mais comment est-ce qu'on peut expliquer la propagation finalement de ce phénomène? Alors ça, je dirais que c'est une question encore plus complexe. Alors on peut là évoquer la notion d'identification, c'est-à-dire qu'une fois qu'une personne présente les signes physiques, les autres personnes vont eux aussi les développer par identification, c'est-à-dire que les individus vont assimiler cette particularité du premier individu pour se transformer entièrement sur ce modèle. Voilà, ça c'est un premier niveau d'explication qui est plus dans le registre de la psychanalyse. Après, sinon, si on veut se dégager de ce niveau, de ce cadre conceptuel, on peut évoquer les concepts d'imitation, d'empathie, donc la capacité à reconnaître, à comprendre les émotions d'autrui. Et là, je pense qu'on aura peut-être plus d'informations, en tous les cas, sur les aspects neurobiologiques. Et en tous les cas, ce qui est important, c'est que dans ces phénomènes d'hystérie collective, il y a, ce qui a souvent été constaté, c'était que le fait de voir l'individu qui avait les symptômes ou d'être à son contact jouait un rôle important dans la diffusion de ces symptômes. Et effectivement, si on veut s'identifier à quelqu'un ou si on veut voilà, comprendre, reconnaître ses émotions, il faut nécessairement être à son contact. Alors, la question finalement qu'on peut se poser aussi encore par rapport à tout ça, c'est finalement, d'accord, on acte le phénomène qu'on a affaire à une hystérie collective, mais c'est pourquoi la danse, pourquoi la modalité de la danse? C'est le fait d'une époque. Alors généralement, dans les phénomènes d'hystérie collective, donc il y a ces mécanismes psychopathologiques dont je vous ai parlé, mais en fait la forme que ça prend, parce que ça prend des formes extrêmement variées, la forme, elle est quand même généralement très en lien avec le contexte socioculturel. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était très intéressant votre question sur la place de la danse dans la société de l'époque. Voilà, qu'est-ce que c'était la danse? Donc au final, ce qu'on a pu... C'est très positif, la danse. C'est très positif et très condamné par voilà, les gens qui sont tristes. Et très condamné. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant pour comprendre pourquoi ça s'exprime par la danse, si on reste dans le cadre de cette hypothèse de l'hystérie collective, puisque dans l'hystérie, le symptôme, bien sûr, il a une symbolique et souvent, il est subversif. Et donc là, c'est effectivement le cas de la danse. Est-ce que les gens ne se sont pas mis à danser voilà, dans une dynamique de contestation, notamment peut-être des autorités religieuses. Après, bon, vous disiez que les autorités religieuses n'étaient pas si remises en question que ça, mais voilà, pourquoi pas une hypothèse. En sachant que pour l'époque, voilà, on nous incite à le penser, qu'il y a des chroniques de l'époque qui décrivent que par exemple les gens organisaient des fêtes où ils dansaient beaucoup à l'approche de la peste, quand la peste se trouvait dans des villes voisines, donc comme un élément festif, mais aussi de protection, de penser à autre chose, phénomène d'échappement psychique face à la lourdeur du quotidien. Est-ce qu'on a des exemples d'autres phénomènes d'hystérie collective finalement? Oui, bon, il y en a beaucoup. Alors, peut-être celui qu'on peut évoquer ici, c'est le tarantisme, parce que ça s'apparente quand même
Il y a aussi l'aspect de la danse, donc ça se passe dans le sud de l'Italie au 15e, 16e siècle. En fait, des personnes pensent avoir été mordues par une araignée, et donc le plus souvent la morsure est imaginaire, et ils vont tomber dans un état de léthargie et de stupeur, que seule en fait une musique très rythmée, très entraînante peut, enfin c'est ce qu'on croit à l'époque, peut guérir. Et donc en fait dès qu'ils entendent les premières notes de musique, ces personnes vont se mettre à danser, là aussi une danse assez frénétique, rythmée, entraînante, voilà, jusqu'à l'épuisement. Ce qui est donné la tarentelle. Voilà, c'est ça. Sur une petite dernière question, alors, à laquelle il faut vraiment mettre beaucoup de prudence, c'est sur le nombre de morts. Pardon, je vais juste faire un petit check avec l'historien. Est-ce qu'on sait si les gens à Strasbourg avaient connaissance du tarantisme? On ne sait pas, ou ils n'avaient pas connaissance? Je ne vois pas comment ils auraient eu connaissance. D'accord. Après, on ne sait même pas, finalement, parce qu'on n'en a pas parlé là, mais il y a d'autres épisodes antérieurs, notamment un qui est situé au XIVe siècle, de 1414 je crois. Donc il y a déjà eu d'autres phénomènes dans l'Europe, autour du Rhin. Alors est-ce que les chroniqueurs de l'époque ont permis de diffuser les informations de ces épidémies antérieures? C'est dur de le savoir, mais John Moller nous incite à le penser. Alors disons qu'il fait un rassemblement d'événements qui en fait paraissent assez disparates et ne correspondent pas à ce qui s'est passé en 1518 à Strasbourg, sauf exception, comme effectivement le cas de 1374, qui peut ressembler, en sachant que des deux côtés on passe par des filtres de filtres, et lui décide que c'est la même chose, on n'est pas obligé de le suivre. Moi je suis plutôt frappé par le côté singulier, c'est-à-dire on a cette chose, cette maladie dansante qui se produit en 1518 à Strasbourg, pas en 1516. Pas en 1510, pas en 1522, il n'y en aura plus après, il n'y en a pas avant. Et c'est à Strasbourg et c'est pas ailleurs. C'est une des choses que moi je ne comprends pas. Et si ça avait un caractère épidémique ou autre, déjà le simple fait d'emmener 3 chariots de personnes à Saverne, on aurait dû avoir des manies dansantes à Saverne. C'est un phénomène qui ne se diffuse pas, qui est très localisé et qui est très daté, et ça, objectivement, je ne le comprends pas. Alors pour rebondir encore sur un niveau d'incompréhension par rapport à ce phénomène, c'est l'éventuel nombre de morts. Alors on sait qu'Elisabeth Clemens nous dit attention, on ne sait pas si véritablement il y a eu des morts, donc soyons prudents là-dessus, mais on voit bien que Jean Telet, lui, est pour un grand nombre de morts régulièrement. En tous les cas, admettons qu'il y ait eu des morts. Comment on explique ça? Parce que finalement, l'hystérie collective, ce n'est pas mortel. Donc pourquoi on aurait pu avoir des morts au décours de cette épidémie dansante? Oui, alors, bien sûr, déjà, il faudrait savoir s'il y a eu bel et bien des morts, comme vous le disiez. Bon, mais si on part alors dans des élucubrations, effectivement, l'hystérie, même collective en elle-même, n'est pas une maladie avec une évolution fatale. Mais après, ça va dépendre des manifestations physiques ou comportementales par lesquelles elle peut se manifester et les conditions dans lesquelles ces manifestations surviennent. Et donc, bien sûr, danser sans s'arrêter, enfin voilà, on peut l'imaginer, hein, sans s'arrêter en plein été, sans s'hydrater, sans se nourrir, effectivement, on peut imaginer que ça puisse provoquer des déshydratations et éventuellement des décès. Surtout dans des populations qui avaient peut-être déjà d'autres maladies, éventuellement. Voilà, des populations fragilisées. Des carences alimentaires, ce genre de choses. Très bien. Merci beaucoup, Julie Claus. Juste pour resituer les choses, c'est vrai qu'on a aussi une épidémie qui est plus récente, du XXe siècle, qui s'était produite dans la colonie qu'on appelait le Tanganyika à l'époque, où c'était une épidémie de fou rire, et pour se condenser, les gens n'étaient pas justement morts de rire, une conséquence fâcheuse. Pour en arriver aux aspects neurobiologiques avec vous, Eric Chalonnier, est-ce qu'on peut formuler finalement des hypothèses neurobiologiques, neuroscientifiques autour de l'hystérie collective? Le temps là que vous parliez, j'avais envie de vous poser une question. Je me sens comme si on était chez Dr House et il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé.
Et surtout, donc, essayer de penser, et s'il y avait une chose qui explique l'avènement, comment il y a eu la première personne, et si la deuxième personne n'avait pas la même cause que la première, et qu'après il y avait eu un effet de prise, et aussi peut-être un effet du traitement, qui avait des effets secondaires, peut-être les gens sont morts du traitement plutôt que de la cause, etc. Donc, pour rembobiner, et vous, puisque vous êtes médecin, vous connaissez aussi la maladie de Huntington. Alors, on n'en avait pas encore parlé. C'est une maladie rare, donc parfois même les médecins ne la connaissent pas bien. Donc, il y a de plus en plus de neurologues qui deviennent spécialistes. Moi, je ne suis pas neurologue, donc j'ai tout appris en postdoctorant, comme postdoctorant sur la maladie de Huntington. Mais donc, c'est une maladie génétique et rare. C'est pour ça qu'on n'en voit pas souvent et on ne sait même pas qu'elle existe si on n'en a jamais vu, etc. Et qui cause des mouvements choréiques, on les a appelés choréiques, donc je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve, on l'appelle choréique aussi parce que ça bouge, parce qu'il y a une manière que les mouvements ne peuvent pas s'arrêter chez ces personnes-là à cause de morts cellulaires dans le cerveau, qui est déclenchée donc par un changement génétique qui est latent. Mais quand la personne est là autour de 45 ans, ça commence à se déclencher, en moyenne. Après, ça dépend des facteurs génétiques et des facteurs de qualité de vie. Si plus tôt ou plus tard, on voit les symptômes. Et il y a des symptômes donc, visibles sur le plan moteur qui permettent aux neurologues d'avoir une hypothèse que c'est la maladie. Il y a ce facteur que c'est génétique et que c'est dominant, que forcément il y a la maman ou le papa qui avait la maladie aussi, qui permettent aussi aux médecins de comprendre que c'était ça la maladie. Aujourd'hui, ça c'est devenu assez facile. Je pense au Moyen-Âge, les gens aussi ont pu mourir beaucoup plus tôt, même peut-être avant qu'il y ait eu des symptômes ou avant que les symptômes soient compris. De toute façon, le docteur Huntington qui a donné le nom à la maladie, il avait, tu sais probablement même mieux que moi, c'était il y a 100 ans à peu près, qu'il a eu une hypothèse génétique, parce que dans son endroit où il travaillait, il y avait plusieurs personnes, et il a commencé à comprendre que ça passait de génération en génération. Et alors, mon hypothèse par rapport à cet événement, c'était, ou c'est peut-être encore aujourd'hui, que peut-être la personne qui déclenchait l'épidémie, c'était une personne qui avait une maladie génétique, qui avait vraiment un trouble neurologique, qui l'a causé à danser vraiment sans pouvoir s'arrêter. On a beaucoup de chance par le travail artistique de Philippe Scher de pouvoir tout à l'heure voir des personnes qui sont touchées par la maladie de Huntington, comment ils dansent, comment ils bougent, et du coup, je dirais, pour aussi en avoir dansé avec ces personnes-là, c'est contagieux. Bon, de toute façon, la danse est contagieuse, mais donc quelqu'un qui bouge tout le temps, il nous amène à vouloir bouger. Les neurologues qui voient des personnes devant eux qui bougent beaucoup, qui ont une forte choré, ils ont envie de bouger. Ils ne bougent pas en face des personnes, aussi respect, et ils essaient de se retenir, mais c'est contagieux dans le sens où après, on a vraiment cette envie de se défouler, de se libérer de ce mouvement retenu. Tout à l'heure, je me demande toujours la question, est-ce qu'il y a un potentiel de déclencher à nouveau une dansomanie? Et qu'est-ce qu'il en faudrait, etc. Ce sont des œils après, justement. Ah d'accord, voilà. Et donc, moi je me dis, ça serait prudent de se dire, scientifiquement, il n'y a peut-être pas eu une seule cause. Donc il y avait peut-être à Strasbourg, et c'est peut-être pour ça, comme vous disiez tout à l'heure, que ça ne se propageait pas. Peut-être il y avait une famille qui portait le gène et qui avait la maladie de Huntington, et il y avait peut-être des personnes qui étaient atteintes de la chorée de Huntington et qui ne pouvaient pas s'empêcher de bouger d'une manière dansante. Et sur ce, il a peut-être pu se rajouter un phénomène de contagion. Alors, je sentais que vous aviez envie de parler des neurones miroirs, donc je suis à peu près certaine que tout le monde dans la salle a entendu parler aujourd'hui des neurones miroirs. Ils étaient tellement devenus en vogue. Alors, c'est des neurones qui ont été découverts chez les singes par hasard, en enregistrant des
d'activité des neurones dans le cortex prémoteur des singes, on s'est rendu compte que ces mêmes neurones qui étaient dédiés au contrôle de l'action, ils étaient aussi actifs à l'observation de l'action. Et là, c'était un moment de eureka, de « ah oui, mais bien sûr », qu'on a compris que notre cerveau, il n'est pas comme un ordinateur qui enregistre des choses en passif. Le cerveau, c'est un lien entre la perception et l'action. Et la perception de l'action, elle est forcément liée à notre propre action. C'est pour ça que nous percevons les autres avec notre propre... les instruments que nous avons, et donc aussi notre motricité. Et du coup, il y a tout le temps simulation. Donc quand quelqu'un danse, nous tous, nous simulons la danse de l'autre dans notre cerveau. Et la question, tout d'un coup, puisque nous avons ce genre de neurones, c'est plutôt pourquoi nous sommes capables à ne pas être contagiés dans la danse de l'autre. Et c'est presque une question plus brûlante. Alors, pourquoi? Mais j'ai déjà remarqué qu'il y a une soirée, il y a quelques-uns qui dansent à fond, il y en a d'autres qui bougent, mais pas du tout. Contrôle mieux l'environnement. Oui, mais donc, c'est, moi je préfère appeler ça l'empathie kinesthésique. C'est d'être dans... donc finalement, on a une prédisposition de raisonner avec l'autre. Et qui pour moi peut très très bien expliquer que ça prend un moment. Voilà. Donc moi, pourquoi je ne pose pas une question pourquoi il y a une dansomanie, mais je me dis par rapport aux morts, mon hypothèse serait que, c'est pour ça que je voulais voir si les gens avaient connaissance du tarantisme, les gens pensaient il faut les faire danser, il faut les forcer à danser parce que voilà, ça va les soigner. Mais que de les forcer trop, ça les a trop épuisés et finalement ils avaient peur de s'arrêter parce qu'on leur a donné de trop danser. Et puis c'est pour ça qu'ils sont morts, pas à cause de leurs conditions, mais à cause d'être d'avoir été menés jusqu'au bout. On va aller vers une autre question en fait, qui est celle du rythme, de la rythmicité. Et elle m'a semblé importante parce que c'est vrai qu'on évoque beaucoup la notion de musique, le fait que la musique était interdite à un moment donné à Strasbourg, mais il y a quelque chose autour du rythme. Et on sait que temps et rythme sont un couple assez indissociable. Et je vais vous lire juste quelques extraits pour vous montrer à quel point c'est présent, aussi bien dans le versant romanesque pur que aussi chez Waller, quand il nous fait des descriptions finalement de faits historiques, en tous les cas quand on s'appuie sur les chroniques. Je vous lis juste un extrait de chez Jean Telet, c'est le début en fait, c'est-à-dire Frau Trophéa qui rentre dans la danse, et vraisemblablement l'induction de la danse nous est proposée à travers le rythme. Tape, 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 tape. Enlin ne répond rien. Enlin, c'est Frau Trophéa, on lui a choisi ce prénom chez Telet. Les fesses sur un banc, près d'une presse de graveur, elle tapote longuement en rythme, du bout des ongles, le rebord de l'appareil à imprimer. Tape, tape, tape. Puis elle se lève. Laissant la porte de l'atelier ouverte, elle sort dans la rue. En sabot, Enlin étend une jambe derrière elle, comme chaussée d'une ballerine, et renverse son visage vers le ciel. La blonde pirouette, creuse ses reins, se penche très en avant en soulevant haut ses mains, dont elle écarte les doigts. Elle fait un pas de côté, puis de l'autre, ses semelles en bois entrechoquent les immondices. Elle se lance dans un demi-tour, écartant ses bras, qu'elle étend avec grâce, puis remue en un battement d'ailes de libellule. Ça, c'est l'induction de la danse chez Frau Trophéa. Donc on a le tap-tap-tap, elle commence à taper un petit peu, elle tape en rythme, et c'est sur cette base rythmique, en fait, qu'elle entre dans la danse. Alors, quand on est chez Waller nous donne un petit extrait, en fait, qui est issu des chroniques de Sébastien Brandt. Alors, si on a envie de s'accorder sur l'idée que Sébastien Brandt, en tant que secrétaire de la ville, est peut-être plus honnête que les autres chroniqueurs de l'époque, ça se discute, mais il nous dit que, des suites de cette interdiction de danser dans la ville de Strasbourg, la seule exception continuait le mémorandum de Brandt, et que, si des personnes honorables veulent danser à l'occasion de mariage ou de la célébration d'une première messe dans leur maison, elles peuvent le faire en utilisant des instruments à cordes, mais il appartient à la conscience de chacun de ne jouer ni tambour ni tambourin. Donc en gros, la musique, d'accord, mais certainement pas le rythme.
Et c'est intéressant parce que quand on nous retrace les événements autour de l'épidémie qui a eu lieu, il y a eu une autre épidémie plus récente qui a eu lieu à Madagascar en 1863, et on nous dit la chose suivante: certains revinrent à eux à la faveur de l'épuisement, mais beaucoup rechutèrent, surtout lorsqu'ils entendaient à nouveau battre le tambour. Donc autrement dit, le rythme c'est quelque chose, ça nous incite à rentrer dans la danse, et quel est finalement le rôle du rythme pour rentrer dans la danse? C'était une longue question. Et puis je voudrais même choisir de ne pas tout de suite répondre, parce que donc la première citation, ce n'est peut-être pas historiquement juste, c'est ça? Parce que c'est très très important par rapport à l'hypothèse de la maladie de Huntington. C'est très probablement historiquement faux. Voilà. Je peux dire un mot historique peut-être. Oui, alors voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, vous nous avez lu Brandt d'après John Waller, Ah oui. qui n'utilise pas sa documentation avec une honnêteté exemplaire. Ensuite, Brandt, vous le trouvez où? Vous le trouvez édité en 1892. Les éditeurs de sources du 19e siècle ne sont pas des gens extrêmement respectueux. Ils faisaient des coupures, ils faisaient des arrangements, tout travail postérieur qui a été fait pour dire refaisons une édition. Quand on a les sources et qu'on peut revenir aux documents et qu'on voit ce qui a été édité, on est parfois assez surpris. Et après, il faut encore reculer, c'est-à-dire qu'en fait, Brandt, il est connu par une édition, enfin par les travaux qui ont été faits par un archiviste au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que vous avez toute une série de films. Moi, je dirais, il faudrait, chaque fois que Brandt est pris comme preuve, il faudrait revenir à ce qu'on peut savoir de ce que Brandt a vraiment écrit. Et là, je pense qu'on aura quelque chose de complet, de neutre et de beaucoup plus sûr quand, au mois d'octobre, on aura au musée de l'œuvre Notre-Dame l'exposition dont s'occupe ma collègue Elisabeth Clémence et qui est revenue aux sources d'archives. Donc là, elle va descendre au niveau où on va avoir enfin quelque chose de sûr. On reviendra au Brandt dans le texte. C'est super, comme ça je peux maintenir mon hypothèse sur les maladies de Huntington. Je dis ça parce que tous les neurologues savent ça, et les neuropsychologues comme moi qui apprennent sur le tas, ils s'en rendent compte. Pour des personnes qui souffrent de la maladie de Huntington, c'est hyper dur de faire un rythme régulier. Donc une personne atteinte de la maladie de Huntington, elle ne tape pas régulièrement. Justement, son trouble de mouvement, c'est le mouvement lyrique et pas le beat. Et donc, du coup, je peux maintenir parce que c'est peut-être pas ce qui s'était passé, c'est peut-être une personne qui dansait plus lyriquement qu'un style très disco. Mais donc, pour revenir à ce style disco, ou à la capacité de l'être humain de danser au rythme. Et donc c'est marrant, on est apparemment les seuls dans le royaume des animaux à pouvoir danser en rythme. Et en plus, c'est universel, on dit universel, partout dans le monde, on constate que des êtres humains, ils se rassemblent pour chanter ensemble en rythme ou danser ensemble en rythme. Et c'est une spécialité, comme de parler, que nous avons, et il semblerait pourtant il y a des antécédents. Et c'est marrant, par exemple les phoques, apparemment, c'est anecdotique, ils ont trouvé qu'à un moment, un phoque dans un cirque ou dans un zoo, quelqu'un avait mis la radio et ils se sont dit, mais il danse avec la musique, regarde, il est en train de faire un mouvement en rythme avec la musique. Et donc, on disait, eh ben, on n'est pas les seuls à pouvoir danser en rythme de la musique, mais après, en regardant de plus proche, parce que les psychologues, ils aiment toujours après faire une expérience carrée, ils se sont rendus compte que c'était un entraînement, genre entraînement dans le sens d'être entraîné, il y avait le beat, comment on dit en français le beat? La pulsation, merci. La pulsation, et ensuite le mouvement. Et la pulsation, et ensuite le mouvement. Donc c'était une espèce de mouvement où on repense, mais pas calé sur le rythme. Et d'ailleurs, donc, quand on a commencé à étudier le rythme chez l'enfant, on s'est rendu compte aussi. Donc il y avait eu, d'abord, on pensait de toute façon que les enfants, ils savaient rien faire, ils n'avaient rien compris au monde. Et après, c'était un peu la tendance renversée, qu'on a dit, les bébés savent tout faire à la naissance. Et on a vraiment constaté qu'il y a une sensibilité au rythme
quasiment tout de suite. Même jusqu'au, les femmes enceintes vont rapporter, moi inclus, j'ai rapporté que mon enfant, il bougeait quand il y avait la musique, qu'il y avait cette sensibilité à la pulsation. Donc ça c'est établi, il y a la sensibilité à la pulsation très très tôt, mais la capacité de caler son propre mouvement sur le rythme, ça prend dans les 5-6 ans pour se mettre en place vraiment. Et pour ça, donc, on a besoin d'anticiper en fait, et de contrôler, de faire toute une synchronisation entre ce que nous entendons et ce que nous faisons pour qu'à la fin, les deux événements soient synchronisés. Mais on en a beaucoup envie. Il semblerait que les êtres humains, en général, en moyenne, on est beaucoup intéressé à l'autre, à ce que fait l'autre, et on a beaucoup envie aussi de la synchronicité. Ça nous donne vraiment quelque chose. Ça nous motive énormément d'être en synchronicité avec quelqu'un d'autre. Et donc, le rythme, ou on peut le faire juste à deux, on peut être ensemble en rythme, et peut-être aussi, vous avez déjà observé des enfants qui commençaient à jouer un jeu un peu comme ça, pour essayer de se caler, pour s'entraîner ensemble et d'être ensemble. Et pour prendre plaisir à être ensemble. Et la musique, ça nous permet de faire ça dans un groupe beaucoup plus grand, parce que du coup, le signal il est externe, on a juste tous à se caler sur ce phénomène externe. Mais on est comme fait pour. Et je pense que ça fait partie de notre matrice sociale qu'on a envie de faire ça. Potentiellement, peut-être qu'on a la manifestation d'hystérie collective, c'est un manque d'inhibition par rapport à quelque chose de latent, en fait. Pour essayer de faire une transition, je pense on avait évoqué cette idée de réhabiliter un peu la danse, et justement c'est le choix aussi de la présence de Philippe Schneider ce soir. Qu'est-ce qu'on sait, si on sait des choses, du cerveau du danseur? Est-ce qu'il y a des spécificités, des particularités? Là c'est marrant parce que là c'est vraiment Philippe l'expert. Et c'est marrant aussi, donc les neuroscientifiques, ils veulent toujours être très, dans leur paradigme scientifique, on doit être très calé, très cadré. Et du coup, pour par exemple le cerveau du danseur, comment on peut faire? On ne peut pas mettre quelqu'un dans ce scanner pendant qu'il danse. Donc, finalement, nous ne savons rien sur le cerveau du danseur, dans le sens où on peut bien mettre quelqu'un dans un scanner qui a déjà dansé, très bien, mais ce qu'on peut observer en imagerie, par exemple, c'est toujours une activité par rapport à un baseline, à une ligne de base. Alors, c'est quoi la ligne de base contre laquelle on va maintenant comparer le cerveau des danseurs? Et finalement, il faudrait donc prendre des enfants avant qu'ils aient jamais dansé, et après, on va les reprendre 10 ans après, quand c'est des danseurs. Mais ça n'a pas encore été fait. En revanche, j'aime beaucoup une étude qui a été faite avec la TEP, c'est plus dangereux parce que c'est radioactif, etc. Et on n'en fait plus trop, surtout plus pour le plaisir. En médecine, si on le fait encore souvent. Mais là, ils ont mis des danseurs de tango dans une TEP qui faisaient des pas de tango. Bien sûr, ils faisaient semblant de danser parce qu'il manquait de partenaires, etc. Mais ils exécutaient la danse, et puisqu'ils savaient la danser, quand même, ça ressemble beaucoup à la danse. Et là, ce que j'aime aussi beaucoup avec les résultats, c'est qu'ils ont trouvé les aires impliqués à la danse, dans lesquels, donc les aires qui sont dédiées à la gestion de l'espace et à la gestion du corps et du corps dans l'espace. Donc finalement, on évoque quand même beaucoup le rôle de notre propre carte, de notre corps, pour la danse. Et après, il y a des structures plus à l'intérieur. Ah, et ils m'ont mis le cerveau du danseur. Donc je vous recommande C'est classique. Brown & Parsons, c'est malheureusement en anglais, Brown & Parsons, ils ont fait un article de vulgarisation sur leur étude, et là ils ont mis l'ensemble de toutes les Laurent, tu peux mettre la scène d'après. Voilà, ce que j'aimais bien, je vais mettre ici. Là, globalement, c'est dire c'est compliqué.
c'est complexe. C'est-à-dire qu'il y a il y a tout le cerveau qui participe d'un côté ou d'un autre, mais ce qui est particulièrement intéressant peut-être ici, donc là c'est les aires motrices qui sont là pour gérer, pour planifier l'action. Et on a bien vu que pour être en rythme, il faut toujours anticiper, toujours planifier un mouvement pour qu'il arrive en même temps que la musique. Et après, il y a plein de boucles qui vont et qui reviennent. Et dans le cervelet, c'est donc le fine-tuning, l'ajustement fin, qui est aussi la coordination, et en lien justement avec les différentes informations sensorielles qu'on reçoit tout le temps. C'est intéressant de penser à la danse parce que c'est un moment de coordination du corps entre les sensations et les actions très exemplaires. Et là, c'est vraiment joli dans leur article, et je vous recommande de vous accrocher si vous ne parlez pas très bien anglais, d'essayer de le lire en anglais. Donc cette partie rose là, c'est encore dans le cervelet, plutôt là, et ça serait la partie métronome interne, et ça c'est là, et après dans le thalamus, il y a une partie qui permet de le caler. Alors c'est là où on a cette envie d'être entraîné par un rythme naturellement, mais qui ne suffit pas encore, qu'on a depuis toujours, mais qui ne suffit pas au début, qu'il faut entraîner pour être après coordonné avec ces mouvements, avec le rythme. Et puis dans toute cette partie-là, c'est la gestion spatiale et somatosensorielle et pour moi c'est ça le grand plus de la danse, c'est qu'on apprend énormément sur l'espace et sur le corps et comment on bouge et les autres bougent dans l'espace. Et là j'ai beaucoup envie de donner la parole en volant à Philippe, qui connaît tout ça, parce qu'il est dans sa professionnelle et il sait de l'intérieur ce que ça fait, la danse, dans le cerveau. Donc, je vais bien te lancer la balle pour que tu nous expliques un petit peu, pour toi, qu'est-ce que ça a fait, la danse. La danse. Alors, merci. Alors, par rapport à l'expérience sur la danse de Tinton, en fait, on a commencé cette expérience en 2003 avec ma collègue Julie Salg, qui est danseuse aussi. Et dans nos familles, il y a des personnes qui étaient touchées par la maladie de Huntington, en fait. Donc moi, personnellement, j'avais vu, depuis que j'étais adolescent, des personnes bouger, danser malgré eux, et sans savoir ce que ça voulait dire à l'époque. Et puis après, quand je suis devenu danseur, mon parcours s'est sensibilisé. Je me suis dit, tiens, je pourrais faire quelque chose avec la danse contemporaine par rapport à cette réalité, en rebondissant un petit peu sur cette réalité un peu au départ triste, parce que le mouvement dans la maladie de Huntington, on parle de quelque chose de trop. En fait, on parle d'un mouvement de trop, ça donne des épidémies dansantes, et on part du trop pour en faire quelque chose, puisque là, par rapport à Huntington, pour l'instant, ce trop nous emmène pour l'instant à la mort. Donc là, comment amener les personnes qui sont malades dans quelque chose de plus jovial à la fin, décider de créer quelque chose de créatif et de joyeux. Donc la danse, par rapport au matériau brut de cette danse, de cette rencontre entre la danse contemporaine et la maladie de Huntington, c'est ce mouvement qui fait peur, qui dérange, et nous on essaye de créer un lien poétique en fait avec cette réalité. Alors par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'empathie, il y a, alors je reviens dans les années 30 aux États-Unis, autour des critiques de danse comme John Martin, qui a beaucoup parlé et étudié en tant que critique et journaliste, le regard du spectateur en fait. Est-ce qu'on se concentre sur le spectateur, regarder c'est comprendre ou regarder c'est sentir? Et il a développé toute cette partie-là, et après il a développé plus tard dans les années jusqu'à nos jours avec l'empathie, et sur le questionnement de l'empathie, si je vois un spectacle de danse classique, je vais être touché. Si je fais une expérience sensorielle, ça va toucher mon corps par rapport à une certaine tonicité. Si je fais de la danse américaine où il y a plein de sauts, plein de tours en l'air,
et si je veux voir une danse au sol contemporaine allemande ou japonaise qui va faire des choses très longues sur le sol, mon corps va ressentir des choses différentes. Donc mon empathie aussi. Et par rapport à Huntington aussi, notre regard sur ce mouvement de trop, comment le saisir en fait pour pouvoir en faire une danse, c'était comme outil de création en fait. Alors là, les photos sont déjà parties. Là, c'est un moment de. Je vais vous parler. Alors, les ateliers ils ont lieu en alternance à la Salpêtrière, dans un centre de danse à Henri-Mondor aussi. Et puis, on a alterné récemment dans des musées, à l'Orangerie, et puis dans la bibliothèque de la Villette. Et là, en 2004, puisqu'on s'était interrogé sur cette histoire de la maladie de Huntington et la question dont les personnes malades étaient nommées des danseurs. Nous, à l'époque, ça nous avait interpellés avec le peu de documents qu'on avait. Et on s'est dit, voilà, on va faire un clin d'œil à ces processions dansantes en faisant une procession dansante dans les jardins de la Salpêtrière. Alors, elle s'est déroulée en 2 mardis. Il y avait une marche à 2, vous voyez. Voilà. Une marche à 2 dans l'hôpital, où il y en a un qui marche les yeux fermés, et l'autre le guide et va lui décrire en fait de façon sensorielle, avec le toucher, le contact, l'architecture et le chemin de l'hôpital. Dans ce public, dans cette performance, il y a des personnes malades, il y a des familles, il y a des médecins, il y a des associations. Donc à chaque fois, tout ce qu'on propose aussi, c'est pour ouvrir une nouvelle, un nouveau rapport aussi entre médecins et patients, puisque c'est quand même super difficile pour les personnes malades qui ont appris qu'elles avaient cette maladie, de danser après avec leur médecin. Mais voilà, c'est ce qu'on a proposé à l'époque, et le rapport médecin-patient s'est mis dans la performance dans un rapport d'égalité. Et parce que là, c'est la personne malade qui va guider le médecin. Et ensuite, la deuxième partie de la performance, on a tissé une toile avec du scotch entre les arbres et le mobilier urbain de l'hôpital. L'idée, c'était de tisser une toile d'araignée pour pouvoir symboliquement travailler sur enfermer le mouvement de trop. C'est des personnes avec qui on fait des ateliers. Pour les personnes qui ne prennent pas de médicaments, elles bougent énormément en fait. Et on n'est pas là pour leur dire arrête de bouger, on va travailler avec leur mouvement de trop. Mais là, on a travaillé sur la symbolique de comment j'enferme le mouvement dans une toile d'araignée, comment après je suis scotché avec les autres. Et pareil, je vais être scotché dos à dos avec le médecin. Et pareil, là, ça va créer des rapports voilà, très... Et après, c'est comment sortir de la toile, comment on la casse et comment on la rangera. Et ensuite, la prochaine performance, c'est Agitons. On a toujours travaillé sur des thèmes et des titres pour les performances, dansomanie, manie dansante, le chahut, Agitons. Et là, Agitons, c'était par rapport à donc, ce geste qu'on veut cacher en fait. Parce que les personnes qui bougent sont dans le déni souvent. Alors, parfois, quand elles apprennent ou elles découvrent qu'elles ont la maladie, les conjoints ou les familles demandent souvent au médecin plus que les personnes malades. Ah, vous ne pouvez pas lui donner quelque chose pour arrêter de bouger. Souvent, quand ils vont en consultation, ils cachent les mains, soit en se croisant les bras ou soit en mettant sous les genoux. Et nous, on a fait une performance à Chiton où on proposait une danse des mains face publique et dos public, en fait, avec les mains. Et à chaque fois, voilà, toutes les propositions artistiques, c'est vraiment basé aussi sur casser les a priori qu'on peut avoir sur cette maladie. Parce que c'est vrai que par rapport à ce qui peut faire peur, encore au XXIe siècle, il y a des personnes qui passent, il y a des fois qui sont arrêtées, qui vont au commissariat parce qu'elles bougent beaucoup. Et là, je vous montre en fait tout à l'heure dans la vidéo, il y a un monsieur qui ne prenait pas beaucoup ne prenait aucun médicament, donc il bougeait énormément et donc il faisait peur. Et un jour, il retire de l'argent au distributeur et la personne derrière lui a eu peur. Et en fait, elle a appelé la police, il a passé 2 jours au commissariat. Donc ils ont pas, parce qu'à chaque fois, la société pense que ces personnes sont ivres.
par rapport à l'enlèvement des organes. Donc à chaque fois, voilà, toutes les thématiques, on a travaillé sur rebondir sur ce quotidien qui n'est pas facile pour en faire à chaque fois quelque chose voilà, de porteur et de changer de regard. Voilà, changer de regard. Les associations Huntington, elles distribuent des flyers aux personnes malades qui ont des mouvements pour leur dire tu peux aller dans un café, tu présentes ce flyer et le barman a le droit d'accepter. Ils vont pas te dire non, tu es trop bourré, ne rentre pas dans le café, mais tu as le flyer avec la maladie de Huntington. Donc ça, c'est quand même le 21e siècle. Alors voilà, là, c'est des extraits des ateliers à la... Là, vous allez voir un contenu des ateliers. On va s'allonger en 10 en choisissant un chemin personnel et on va... Ça, c'est un film qu'on a fait pour les 10 ans des ateliers qui s'appelle Éloge du mouvement. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 6, et 7, et 8, et 9, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. En restant allongé, on observe les sensations provoquées par la musique dans cette position. Dans votre imaginaire, donnez forme aux choses, aux pensées. Ensuite, on peut essayer de commencer à suivre la musique avec les mains. On explore les sensations dans l'espace. Parfois, je peux m'accrocher à la musique. Parfois, je peux m'en détacher. On s'est rencontrés en 2009 et puis je suis allée danser avec des personnes touchées par la maladie de Huntington pour un petit peu éprouver d'abord moi-même la danse dans le corps. Et après, on a pu monter un projet d'évaluation scientifique de l'apport de cet atelier de danse. Et là, quand j'observe notamment la télé, je me dis, mais oui, toutes les choses, les détails sont là. On a aussi choisi, Philippe et Julie, depuis le temps qu'ils travaillent comme ça, ils ont choisi aussi les consignes, le travail qui va justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, puiser dans les parties du cerveau qui vont gérer l'espace et le corps. Et donc, nous avons trouvé des premiers résultats en IRM structurel, comme quoi cette danse, pour ces personnes-là, augmentait leur représentation, vraiment avait augmenté la matière grise dans les structures spatiales et somatosensorielles, donc le corps et l'espace et le corps dans l'espace. Et ça, pendant que une autre partie de leur cerveau, qui est très atteint, le striatum, il dégénérait en continu. Donc il n'y a pas, la danse elle ne peut pas réparer, mais elle peut peut-être compenser et du coup maintenir en bonne forme ce corps ou surtout aussi cette motricité. Et une chose aussi qui me frappe à chaque fois, c'est que dans l'atelier de danse, c'est vrai que c'est très très dur de comprendre qui est porteur de la maladie et qui ne l'est pas. Il y a vraiment maintenant le lieu de la danse donne une occasion de faire de ce mouvement de l'art. Et ce n'est plus un truc qui gêne, et un truc de trop. Mais je ne sais pas si vous êtes maintenant d'accord aussi avec moi que c'est entraînant. Regarder une personne qui ne peut pas arrêter de bouger, ça nous entraîne un petit peu à vouloir bouger. Et puis après, on veut le supprimer probablement, selon notre propre personnalité. C'était drôlement culotté d'associer la danse à la maladie qu'on appelle la danse. C'est formidable de mettre le mot sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est dans une danse, dans cette maladie avec les mouvements. Donc c'est pas évident pour quelqu'un qui a justement honte de ses mouvements de pas cacher pour une fois
les mouvements qu'on veut cacher dans cette maladie parce qu'ils sont remarqués par les autres, mais de le mettre en scène, d'associer en plus les professionnels de santé. C'était vraiment une expérience nouvelle. Maintenant, de faire une étude pour savoir qu'est-ce que ça fait vraiment, la danse, dans le cerveau, on va essayer de savoir un peu plus pour savoir est-ce que la danse change vraiment quelque chose. Peut-être à la maladie, même si ça ne guérit pas, mais c'est sûrement un aspect très important dans la prise en charge et très original et très culotté aussi. C'est intéressant, donc la prise en charge, c'est comme les médecins dans le temps. Ici, il y avait le mouvement involontaire et on va le prendre en charge. Et nous, on défendrait aussi qu'il faudrait en faire plus. Il faudrait danser, que c'est bien pour le mouvement. Alors, c'est vrai, par rapport au protocole de recherche, tout au départ, quand on a créé les ateliers de danse, c'était une fois par mois, en fait. Et après, on a agrandi l'offre, notamment par rapport au protocole de recherche, on est passé de 3 ateliers par semaine. On a développé aussi les visites à domicile dansées. S'il y avait des personnes qui ne pouvaient plus venir à cause qu'elles étaient trop malades, on s'est dit on ne va pas les empêcher, on ne va pas s'arrêter de danser avec elles parce qu'elles ne peuvent plus venir danser, mais on a créé les visites à domicile dansées. En fait. À chaque fois, voilà, on essaie de contourner, détourner les contraintes et les obstacles. Et là, juste pour finir, pour les images, c'est l'année dernière, on a eu la chance d'être accueillis à l'Orangerie, dans les Nymphéas, et pendant 6 mois. Et on a pu faire des ateliers et des performances là-bas en fait. Tu es très parisocentré, donc c'est l'orangerie de Paris. On est rangé ici. D'accord. La prochaine fois, alors. Donc c'est un petit peu un paradoxe que moi je défendrais, que c'était une bonne stratégie des autorités strasbourgeoises de dire aux gens de danser plus encore quand ils avaient envie de danser. Et que c'est bien pour la santé. Et maintenant, encore plus que je suis à la filière activité physique adaptée et santé, je prescrirais, pardon, je ne suis pas francophone à la base, vous l'aurez remarqué, prescrirais la danse pour la santé. Et donc, pour moi, c'est le puzzle qui reste par rapport à la danse romanie de Strasbourg. Pourquoi ça fait des dégâts? Comment danser peut faire des dégâts? Mais je pense, vous avez raison tout à l'heure de dire que c'était l'été et la prise en charge n'était peut-être pas assez soignée du moment où l'épuisement a pu plutôt causer des problèmes au moment où les gens étaient interdits de s'arrêter. C'est quand même récent que les autorités françaises savent gérer la déshydratation. On n'est pas si longtemps que ça, mais encore des problèmes. Mais par rapport à ça, et juste pour resituer, parce qu'il y a quand même un concept de sémantique, on passe tout de suite aux questions après. La notion de choré, ça vient du choros grec, donc au départ c'est de la danse, c'est les danses sacrées. Et vraisemblablement un peu cette période autour des épidémies dansantes, on a retrouvé de la terminologie qui date du XVe siècle apparemment, où on commence à utiliser la notion de choréa lasciva, pour décrire quelque chose qui devient pathologique, et notamment dans le cadre des épidémies. Et que c'est peut-être à ce moment-là, finalement, que la choré bascule vers le domaine de la neurologie et vers le domaine de la maladie. Mais avant, le choros, c'est de la danse, c'est pas quelque chose de pathologique. Et là, ça le devient, parce que la choré aujourd'hui, c'est dans le symptôme neurologique, c'est brusque, c'est irrégulier, c'est involontaire et c'est de courte durée. Et donc, du coup, ça n'a plus grand-chose à voir avec la danse, alors qu'avant, la choré, c'était dans le domaine de la danse, il n'y avait pas de problème avec ça. Donc, c'est aussi notre médecine moderne avec la neurologie qui en a fait autre chose, finalement, parce que c'était au départ. Merci à tous pour les riches informations qu'on a pu obtenir auprès de chacun d'entre vous. On va avoir du temps pour les questions. Vous savez que là, on va peut-être prendre 5-10 minutes et puis on s'accorde encore 10-15 minutes de danse, de chorégraphie avec Philippe Scheller. Je ne sais pas s'il y a des gens qui souhaitent poser des questions à nos spécialistes. Bonjour, j'ai une question par rapport aux ateliers de chorégraphie. Bonjour, j'ai une question par rapport aux ateliers chorégraphiques. Je me demandais la place que prenait et gardait ce mouvement de trop dans la chorégraphie en fait.
est-ce qu'il est enrobé par finalement une sorte de lâcher prise et quelque chose qui va s'ajouter au mouvement, ou bien est-ce qu'on peut l'apaiser par justement remplacer le genre de mouvement? Alors, en fait, il y a les deux. Il y a une partie, là, j'ai pas tellement détaillé la théorie, mais en fait, il y a une partie relaxation et détente, et évidemment, on essaye de travailler avec eux par rapport à se détendre. Après, il y a la différence entre les personnes qui prennent des médicaments et ceux qui n'en prennent pas. Ceux qui en prennent sont, on va dire, entre guillemets, chutés parfois, et même trop parfois. Et en fait, après, les médecins ont commencé à plus doser différemment les choses. En tout cas, il y a soit c'est un corps complètement empêché qui ne peut pas bouger, ou soit c'est un corps qui bouge trop. Donc en fait, à chaque fois, on essaie de trouver le chemin idéal pour pouvoir. À chaque fois, on s'adapte au degré de la maladie. Parfois, on ne peut pas aller au sol, parfois, on reste juste assis, parfois, on va danser debout, parfois. Et quand on danse à domicile, pareil, c'est. On peut danser dans la chambre, dans le salon, sur le balcon de quelqu'un, donc à chaque fois on adapte la danse, mais en tout cas, dans l'improvisation et dans les consignes, voilà, s'il y a un mouvement dans la hanche qui fait que la personne bouge, on va partir dans ça pour danser, mais ça va nous emmener dans autre chose. On ne sait pas au début. Et on a trouvé comme résultat le plus flagrant qu'après 5 mois de pratique régulière de la danse contemporaine, ces personnes bougeaient moins. Au repos, la Corée s'est diminuée. Et on voit aussi, Philippe en témoignera, qu'après un atelier de danse, dans la phase relaxation, il y a beaucoup moins de mouvements involontaires. Et puis il y a aussi tout le lien social, la force du lien social solidaire entre les personnes, puisqu'elles sont quand même souvent incorporées de la société, elles perdent leur travail assez rapidement et assez dramatiquement. Donc toute cette coupure-là pour ces personnes-là, voilà, il y a aussi la force du groupe qui fait que les personnes sont en groupe pour danser avec une histoire en commun que la maladie, mais l'enjeu c'est de danser en fait. Et à l'envers, je dirais, donc une personne qui a la comédie Huntington, quand elle est stressée ou angoissée, elle bouge encore plus. Donc ça peut encore être aussi à nouveau ce cas. Donc si jamais ce cas qui a déclenché la manie dansante à Strasbourg en 1518, elle avait la comédie Huntington, le fait d'être sous cette détresse émotionnelle aiguë a pu rendre ces mouvements involontaires encore beaucoup plus violents. Ça, c'est probable, si jamais c'était le cas. Par rapport à l'empathie, dont on parlait tout à l'heure, et le côté contagieux, nous, ce qu'on a vu aussi dans les personnes et les familles, dans les fratries, il y a une personne qui est malade, mais les autres qui n'ont pas encore fait le test vont développer parfois des mouvements, des tics, toute une choré et toute une dépression en même temps, alors que quand ils font le test, ils n'ont pas. Donc il y a cette capacité quand même de pouvoir, Juste par rapport à ça, c'est vrai que c'est un phénomène qui est toujours assez intéressant. On retombe dans le domaine de la neurologie. Il y a ce qui est appelé en anglais les psychogenic movement disorder, c'est-à-dire les troubles psychogènes du mouvement. Donc on sait qu'il peut y avoir des troubles du mouvement qui sont d'une part purement d'origine psychique. Et on sait qu'au-delà de ça, ces mouvements d'origine neurologique mais psychique donnent tous les apparences de quelque chose de choréique, qu'on classerait aujourd'hui dans des pathologies neurologiques, ont potentiellement un potentiel à contaminer les personnes. Il y a par rapport à ça un neurologue qui a écrit un compte-rendu, une publication très consistante, même une thèse là-dessus au début du XXe siècle, et qui avait décrit en fait tout un épisode en fait d'épidémie de ce qu'il avait appelé des chorées salutatoires. Ça avait lieu dans un orphelinat, ça avait touché juste des jeunes filles, ça était partie d'une, et après toutes les autres faisaient le même mouvement. Du coup, on ne sait pas si la première jeune fille qui avait développé ça avait authentiquement un problème, mais en tout cas, toutes les autres ont fait la même chose. Donc c'est cette notion de contamination encore par le mouvement qui peut crédibiliser la thèse, encore une fois, d'un problème neurologique pour le patient zéro, celui qui fait démarrer l'épidémie.
Oui, bonsoir. Je voulais poser une question sur les révoltes. Vous avez dit que les révoltes de paysans, c'était pas des miséreux, donc ça sous-entendait que c'était une révolte politique. Et du coup, expliquer un peu cet aspect de la révolte et par rapport à la danse, en fait aussi un questionnement sur la danse comme révolte ou en lien avec le carnaval, le monde à l'envers, et est-ce que finalement cette danse qui a surgi là, il y a 500 ans, c'était un moyen de parler, quoi, que le corps parle et que une révolte non autorisée ou un carnaval non encadré s'était déroulé. Il y a plusieurs choses à la fois. Alors, je redirais que les mouvements de révolte, quand il ne s'agit pas d'une simple explosion de violence et d'un objectif immédiat, on va aller cramer un château, mais quand on a quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus sérieux, comme la révolte des paysans de 1525, c'est appuyer sur un programme qui soit écrit ou pas, exprimé, discuté. C'est une volonté de changer la société ou de revenir à un état rêvé de la société. Et essentiellement, il y a une recherche de davantage d'égalité dans ce genre de mouvement. Après, la suite de l'interrogation sur est-ce que cette maladie dansante de 1518 aurait pu exprimer la même chose, là je ne sais pas quoi vous répondre. Une des choses qui m'étonne, c'est que le phénomène soit limité quand même. Non seulement limité, comme on l'a dit tout à l'heure, à cette année et à cet endroit, mais aussi ça a touché relativement peu de monde. Et ça n'a pas eu d'effet d'entraînement massif. En tout cas, c'est pas ce que nous disent les sources les plus neutres. Donc, s'il y a une revendication sociale derrière, elle n'a pas pris. D'ailleurs, ça m'invite à rajouter quelque chose ou à redire quelque chose. Une des choses surprenantes, peut-être en 1518, c'est que ça ait dérapé. C'est l'absence de réaction des autorités. J'imagine, mais là je vais faire du Jean Nouvel. J'imagine que si jamais en 1519, il y a un rigolo qui s'est mis à danser de la même manière, alors celui-là on l'a mis sur le tout de suite. Parce que c'est quand même un événement qui est un événement de désordre. Et là, les autorités au départ n'ont pas contrôlé ce qui se passait, elles l'ont d'abord accompagné. Ensuite, elles ont commencé à le contrôler quand elles ont renvoyé les danseurs à leur quartier, à leur corporation, en les faisant prendre en charge et en les faisant, disons, enfermer. Et puis après, on les a emmenés ailleurs. Donc finalement, on a un contrôle qui est arrivé, mais au départ, elles n'ont pas fait leur travail. Par rapport à la révolte, là, j'aurais envie de demander à Julie Claus une révolte non politique, mais psychologique, dans le sens du tarantisme. Est-ce que c'est pas possible qu'il y a ce genre de révolte plutôt individuelle, genre on danse pour se révolter, pour se libérer, voilà, justement, de plutôt une peine personnelle et psychologique? Alors effectivement, je pense qu'il y a ce niveau de compréhension aussi, mais après, du coup, comment ça peut toucher un grand nombre de personnes, ou alors après ça se fait par un mécanisme de contagion tel que celui que vous avez évoqué, mais pour le cas initial, oui, bien sûr. Mais après, voilà, c'est ça pour une personne, mais après, dans un groupe, voilà, chacun a son histoire personnelle, voilà, ses angoisses, ses éventuels traumatismes, donc je pense qu'on pourrait parler de ça peut-être pour une des personnes, mais pas pour toutes. Dans le traitement, pour faire un parallélisme un peu humoristique avec la composante hystérique, on leur a quand même offert un voyage à Saverne, c'est peut-être pas négligeable, parce que les jeunes filles qui ont été touchées dans l'orphelinat, qui se mettaient toutes à faire de la choré salutatoire, le médecin a décrit à l'époque que la solution qu'il avait trouvée, c'était des orphelines, leur proposer un week-end à la mer, et en 2 semaines ça s'est arrêté. Une question ici sur la droite. Est-ce que, ça fait plusieurs fois que j'entends parler d'un grand nombre de personnes qui se sont mises à danser de manière plus ou moins synchrone quand même, hein, parce que si j'ai bien compris, ça a commencé par une, un certain nombre ont emboîté le pas.
On parle de 50 personnes, peut-être 400 une fois que ça a été gonflé, donc c'est pratiquement comme si nous nous mettions tous à danser ensemble ici. Alors j'ai envie de poser la question à l'historien, qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à quelque chose qu'on peut considérer aujourd'hui comme un épiphénomène, une époque où 65 000 personnes se mettent à sauter ensemble régulièrement dans des stades, et où la seule chose qui intéresse finalement, et encore j'en suis pas tout à fait certain, c'est le résultat du match. Alors, j'ai pas bien compris quelle était votre question. 50 personnes, vous avez dit à plusieurs reprises, absolument, c'est un grand nombre. C'est un grand nombre. Strasbourg comportait combien de personnes à cette époque-là? 20 000. 20 000. Donc c'est une grande ville pour l'époque. D'accord. Alors le nombre de personnes concernées, il est beaucoup plus faible dans les sources les plus neutres, on sera à quelques dizaines, et puis il y a après l'estimation a enflé. Mais je dirais que par rapport au phénomène que mes collègues étudient, même 2, même 5, même 10, ça commence à poser un problème. Et quelques dizaines, c'est effectivement quelque chose d'intéressant. Après, par rapport à l'intérêt qu'on peut porter à ce phénomène, vous avez à la fois l'intérêt sur le phénomène lui-même, et puis ce qui est une gourmandise, ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir après comment ce phénomène a pu intéresser, même quelques dizaines d'années après, des personnages qui ont voulu en parler. Et puis, c'est un sujet qui en plus dure, jusqu'au 9 juin 2018, où on a encore des gens qui se posent la question, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement C'est peut-être une hystérie journalistique. Ma question, en fait, c'est de savoir si les personnes qui font les ateliers chorégraphiques, donc qui ont cette maladie, font aussi de la synesthésie avec la musique. C'est un autre topic. La synesthésie, donc la synesthésie, ça veut dire avoir une sensation, un canal sensoriel qui appartient à un autre canal sensoriel. C'est ça, la synesthésie. D'accord? C'est ça ce dont vous parlez? La synesthésie, il y en a qui font ça avec des chiffres ou d'autres. Oui, voilà. Non, c'est encore un phénomène neurologique particulier. Je ne sais pas si ça existe en français. Je sais, un collègue londonien a écrit un joli livre qui s'appelle La grenouille qui a fait un son bleu, qui croque bleu, et qui a étudié beaucoup de personnes qui avaient la synesthésie. Ça semble vraiment un câblage individuel à chaque personne qui lui est propre et qui lui cause plus ou moins de détresse, mais peut aussi être source artistique très profonde. Mais ce n'est pas systématique, et les personnes qui ont la maladie de Huntington n'ont pas systématique, ce ne sont pas des synesthètes à la base. Mais il y en a qui le font. Il n'en connaît pas. Ça reste en suspens. Encore une question? On se laisse une place pour la danse. Oui, en fait, dans la question aussi de monsieur, je pense que dans le cadre de mon travail, il se trouve que j'ai eu plusieurs questions autour de cette histoire, aussi des Américains qui voulaient tourner un documentaire, etc. Donc je pense que, comme disait monsieur, ça doit être une petite curiosité, donc on en fait quelque chose. Et je trouve ça assez génial que vous soyez saisis de l'occasion de la parution de l'ouvrage de Jean Telet pour apporter un regard sur quelque chose qui nous fait humain mais qui peut nous faire malade. Donc merci beaucoup. Après, par rapport au contexte, c'est quand même la réforme, et donc la question que posait monsieur de la guerre des paysans, autour de tout ça, il y a quand même aussi ce qui est en train de se passer. Et Bucer, il passe du côté de Luther en 1518 justement. Je ne pense pas que ça ait un lien avec la maladie dont on a parlé maintenant, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il y a tout un contexte. Excusez-moi, je voulais juste terminer. Quand on dit qu'il y a un contexte, le problème que je voudrais souligner, c'est pas parce que des événements se passent en même temps qu'ils ont des rapports entre eux. Non, je ne suis pas en train, excusez-moi, je m'exprime très mal.
Je voulais juste simplement dire par rapport à la guerre des paysans. La guerre des paysans, elle a quand même un très fort lien avec la réforme. Et avec et déjà la réforme avant la réforme, parce que Gaël, je veux dire, quand Gaël pêche en chair, quand Brandt écrit Le Narrenchiff, La Nef des Fous, je veux dire, il y a quelque chose qui est en train de bouger dans les mentalités et qui va vers quelque chose de l'ordre de la liberté. Et tout à coup, quand ce message passe chez le peuple, et qu'il soit maintenant, on ne maîtrise plus. Il y a quand même aussi. En vérité, le peuple de cette époque, dans ces mouvements de révolte, il n'a pas besoin de la réforme protestante, il n'a pas besoin de Luther. Parce que les racines de ce genre de mouvement, vous les trouvez antérieurement, par exemple en Angleterre au XIVe siècle. Et pas exprimé autant, parce qu'on n'a pas autant de traces écrites, comme les paysans de 1525 ont pu en laisser, même par les intermédiaires, mais les choses qui nous viennent de, je dirais, l'idéologie des paysans qui se révoltent en Angleterre au XIVe siècle, c'est le même genre de société dont ils rêvent, c'est le même genre de révolution sociale dont ils rêvent. Et donc on est longtemps avant Luther, longtemps avant la réforme protestante. Mais le temps n'allait pas aussi vite que maintenant, vous l'avez dit vous-même. Je veux dire, il a fallu peut-être autant de temps que ça explose à ce moment-là. Mais en même temps, toujours, je ne vois pas le rapport avec les danses de 1518, qui reste un événement singulier, unique, dont probablement les explications de contexte matériel ne sont pas bonnes. On va être chassé. Je sens qu'on va être chassé, donc on donne un tout petit instant de danse pour voir si ça induit une chorémanie. Si ça ne marche pas, on sait. Ah, vite. Les gens qui ont peur des contagions, ils s'en vont tout. Oui. Alors, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, j'ai juste voulu faire une petite démonstration très courte, sans rien vous dire, et après je vais vous demander qu'est-ce que j'ai fait, et après on prend ça. D'accord? Ça va? En fait, ça part d'un geste quotidien qui devient un tic et obsessionnel, en fait, qui est très présent, et après on essaie de cacher, mais on le voit toujours, puis après ça va très loin. Voilà. On essaie. Oui, vous